Bonjour à tous. Vous m'entendez ou pas? Oui? Ok. C'est bon? Ouais. Bon, je suis désolée, c'est parce que je pensais que le cours était à Purpan, donc forcément, ça n'allait pas marcher. Sinon, je vais essayer avec ça plutôt. Ah, voilà. Donc aujourd'hui, on doit parler essentiellement des troubles ventilatoires obstructifs. Donc on va parler d'asthme, de BPCO et à la fin d'insuffisance respiratoire chronique. Euh, donc pour commencer, on va commencer par l'asthme. Donc juste pour illustrer le cours, j'ai pris un petit cas clinique d'une jeune femme de 17 ans avec des antécédents de tabagisme, d'allergie aux acariens, qui a un asthme qui est suivi par son médecin traitant et qui a comme traitement de fond le Symbicort. On en reparlera. C'est une association donc de bronchodilatateurs et de corticoïdes inhalés. Alors elle est enceinte de 17 semaines et sur le conseil de ses amis, de son entourage, elle décide d'arrêter son traitement de fond puisqu'elle a peur des risques tératogènes donc, sur son bébé. Depuis 2 mois, donc depuis qu'elle a arrêté le traitement de fond, elle est essoufflée, elle consomme sa ventoline de manière journalière, elle a des réveils nocturnes, et donc elle s'automédique par ventoline. Elle finit par être hospitalisée pour crise d'asthme, elle arrive, elle est polypnéique, elle sature à 85% en air ambiant, elle ne peut plus parler. Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration après les aérosols, la cortisone systémique, du sulfate de magnésium et du salbutamol IVSE. Elle finit par être intubée, sédatée et curarisée pendant 48 heures. Heureusement pour elle, l'évolution est favorable puisqu'elle peut être extubée et rentrer. Donc ça, c'est un cas un petit peu, on va dire, catastrophique, mais c'est ce qui peut arriver chez des patients si l'asthme est non contrôlé et en rupture de traitement. Donc, mais ça reste exceptionnel. Donc pour rappeler un petit peu l'épidémiologie de l'asthme, c'est une maladie qui est quand même très fréquente, qui touche 6 à 8%, voire plus, presque peut-être on n'est pas loin des 10% de la population en France. Elle représente quand même 18 000 décès par an dans le monde, soit 1000 décès rapportés à la France environ. C'est une maladie qui touche les sujets jeunes, qui est une cause d'absentéisme professionnel ou scolaire, et qui a bien sûr un coût médico-économique. Donc on va faire plusieurs définitions. D'abord parler un peu de physiopathologie, la définition et les signes cliniques qui doivent vous faire évoquer ce diagnostic. Et ensuite on parlera de fonction respiratoire, ce qui permet vraiment d'affirmer le diagnostic. Donc la physiopathologie, l'asthme, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie inflammatoire au niveau des voies aériennes distales qui entraîne une obstruction bronchique diffuse qui est variable et qui peut être réversible spontanément. C'est vraiment ça, on le verra dans la définition clinique qui est caractéristique. Il existe également des phénomènes d'hyperréactivité bronchique à différents stimuli qui sont à l'origine donc de la bronchoconstriction exagérée. Là, vous avez ici représenté une coupe d'une bronche, enfin schématisée. Là, c'est en gros une bronche normale. Et on voit qu'en cas d'inflammation, d'hyperactivité bronchique, il y a donc une obstruction. Vous voyez bien que le calibre de la bronche est largement diminué. Donc, on parlait de stimuli. Quels sont, on va dire, les mécanismes qui sont à l'origine de cette inflammation? Il existe ce qu'on appelle une interaction gène-environnement, des anomalies génomiques qui, en contact avec différents allergènes ou facteurs de l'environnement, tels virus, tabac ou pneumallergènes, participent à la physiopathologie de l'asthme.
Il y a des mécanismes immunologiques avec ce qu'on appelle des mécanismes qui sont Th2 médiés, mais on ne rentrera pas dans les détails. D'accord ? Il faut savoir qu'il y a la mise en jeu, en tout cas, du système immunitaire. Un recrutement cellulaire, c'est-à-dire que le système immunitaire va, si vous voulez, mettre en jeu plusieurs médiateurs qu'on appelle les éosinophiles, que vous devez connaître, ainsi que les mastocytes. C'est toujours médié par l'axe lymphocytaire Th2. Donc ces médiateurs sont recrutés et vont ensuite sécréter des médiateurs inflammatoires que vous voyez représentés ici. Et enfin, il existe aussi des modifications structurales, c'est-à-dire qu'au niveau du muscle lisse, vous avez une hyperplasie musculaire lisse qui participe encore une fois à ces phénomènes de bronchoconstriction. Une stimulation fibreuse nerveuse, donc anormale, des phénomènes de vasodilatation et d'œdème, toujours pareil, qui vont participer à cette bronchoconstriction. Quels sont les facteurs impliqués dans l'asthme ? Les facteurs prédisposants, on sait qu'il y a des facteurs génétiques puisqu'il y a des familles, entre guillemets, d'asthmatiques. En cas d'antécédent chez les parents, il y a plus de risques de développer un asthme. Il faut savoir que 25% de risque lorsque l'un des deux parents est asthmatique. Donc ce n'est pas anodin. En cas d'atopie, par exemple la dermatite atopique, on sait que c'est des terrains là aussi où il y a plus de risque de développer l'asthme. Autre facteur favorisant, bien sûr, c'est tout ce qui va être l'exposition aux pneumallergènes, domestiques ou atmosphériques. Domestiques, ça va être les acariens. Atmosphériques, ça peut être certains polluants. Ou atmosphériques, tout simplement aussi les pollens, puisque c'est finalement relargué dans l'air. Les irritants, c'est-à-dire que le tabagisme, par exemple, c'était l'exemple de cette patiente, va être un irritant bronchique et donc favoriser sur des terrains... c'est pas, là, on ne peut pas dire que le tabac cause l'asthme, mais en tout cas va favoriser, si vous voulez, des phénomènes d'irritation bronchique. Et chez ces patients-là, va être pourvoyeur de crises d'asthme, etc. Les allergies professionnelles, ça peut exister, par exemple les farines, certains boulangers qui peuvent avoir des asthmes professionnels lorsqu'ils sont exposés à certaines farines, des allergies alimentaires et des facteurs médicamenteux. Donc, quelle est la définition clinique ? Qu'est-ce qui peut vous faire évoquer un asthme ou chez un patient ? C'est vraiment la définition, c'est des épisodes récidivants paroxystiques. D'accord ? C'est vraiment des à-coups comme ça, de durée très brève, avec un essoufflement, une dyspnée, une toux, des sifflements et la sensation d'oppression thoracique. Ce qui est assez caractéristique aussi, c'est les réveils nocturnes, les toux nocturnes. Et on peut retrouver bien sûr des facteurs déclenchants. Ça s'est arrivé par exemple lorsqu'il y a les pollens. C'est ce que les patients vous décrivent assez facilement. Quand ils vous disent je fais ces crises, c'est vraiment une évolution par crise, ce n'est pas un état permanent. Et il faut rechercher, est-ce qu'il y a des facteurs favorisants et c'est ça qui peut vous le faire évoquer. Les plus souvent, les patients sont parfaitement asymptomatiques entre les crises, donc c'est vraiment une évolution, ce qu'on appelle paroxystique. Donc les facteurs aggravants, j'ai commencé à en parler. Le tabagisme, parce que c'est un irritant bronchique qui va aggraver et favoriser les crises d'asthme. Les polluants, les infections, bien sûr, toute virose en période hivernale ou autre, qui va, elle aussi, entraîner des phénomènes inflammatoires, va favoriser des crises d'asthme. Les conditions socio-économiques, ça a été montré. Et enfin, la grossesse, on en parlera un tout petit peu à la fin. Il y a des facteurs favorisants dans la grossesse. C'est lié donc aux modifications notamment hormonales, modifications également si vous voulez, liées à la modification du périmètre abdominal, modification au niveau du diaphragme. Tout ça, chez une patiente asthmatique, ça peut favoriser des crises d'asthme. Donc, comment on affirme le diagnostic ? Donc, il y a la définition clinique. Pour affirmer le diagnostic, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire qui doit mettre en évidence un trouble ventilatoire obstructif qui est défini par un rapport qu'on appelle le TIFNO, mais en fait, c'est le rapport
VEMS, c'est le volume expiratoire maximal seconde, sur la CVF, qui est la capacité ventilatoire forcée, et c'est ce rapport inférieur à 70% ou à 0,7, parce que c'est la même chose, qui définit le trouble ventilatoire obstructif. On regardera les courbes tout à l'heure. Ça ne suffit pas. Il faut le trouble ventilatoire obstructif, mais il faut un deuxième caractère qui est le caractère réversible. Et cette réversibilité, elle est définie par, après bronchodilatateur, une augmentation de plus de 12%, et, c'est vraiment important le « et », au moins 200 ml en plus après bêta-2 mimétique, donc après bronchodilatateur. Autre type d'outil, c'est la DEP. Qu'est-ce que c'est? C'est le débit expiratoire de pointe qui peut avoir une variabilité supérieure ou égale à 20%, qui peut signer là aussi le diagnostic d'asthme. Autre outil intéressant qui est le test de provocation à la métacholine, c'est-à-dire que vous avez une spirométrie normale, d'accord? Vous n'avez pas vraiment mis en évidence le trouble ventilatoire obstructif avec cette réversibilité, mais cliniquement, vous avez réellement une suspicion d'asthme. Ça, c'est possible d'avoir donc une exploration fonctionnelle respiratoire entre guillemets normale parce qu'en fait, elle ne l'est pas. Et le test de provocation à la métacholine va vous permettre de mettre en évidence l'hyperréactivité bronchique, d'accord, qui est un phénomène qui participe, qui est un phénomène physiopathologique que l'on retrouve dans l'asthme. Et donc, ça va vous permettre de mettre en évidence cette hyperréactivité bronchique et ça viendra vous ajouter comme argument diagnostique pour faire votre diagnostic d'asthme. Donc, la DEP, c'est facilement mesurable en dehors d'un service de pneumologie parce que c'est ce petit appareil ici. D'accord? Donc, c'est un tube, ça c'est l'embout que l'on change et on demande aux patients de souffler fort, très vite. Et c'est ce qu'on mesure ici, c'est le débit expiratoire. Là, vous avez représenté en bleu la courbe d'un patient non asthmatique et en rouge, un sujet asthmatique. Ça, c'est facile à faire. Les urgentistes l'utilisent facilement en ambulatoire ou en médecine générale parce que ça permet de mettre en évidence la suspicion de crise d'asthme, mais ils l'utilisent aussi comme marqueur de gravité lorsque les patients viennent aux urgences. Il y a des ABAC. Et lorsque ce débit expiratoire est très bas, que le patient est en crise d'asthme, etc., en fonction du seuil, ça peut permettre d'orienter l'hospitalisation et d'orienter la conduite à tenir. Donc, ce qu'on appelle ensuite la crise d'asthme, ou enfin l'exacerbation, c'est finalement une augmentation progressive des symptômes d'asthme et de l'obstruction bronchique qui sont de plus en plus rapprochés. On a de moins en moins le retour à la normale asymptomatique entre ces pics-là, et de plus en plus intenses, et qui donc sont de plus en plus résistants au traitement. C'était l'exemple de la jeune femme au début. Vous vous rappelez, depuis 2 mois, elle était de plus en plus essoufflée, elle avait de plus en plus de crises, et elle consommait sa ventoline de plus en plus fréquemment, donc avec finalement une sensibilité au traitement qui diminuait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'exacerbation. Donc dans le mécanisme, il y a 2 phases, une phase qu'on appelle précoce et une phase tardive. Dans la phase précoce, c'est plutôt les phénomènes de bronchoconstriction qui sont mis en cause. Et dans la phase tardive, on a plus l'inflammation et l'hyperactivité bronchique. Donc c'est les crises de dyspnée expiratoire. Les patients arrivent, ils sifflent, vous pouvez même les entendre, ils toussent, ils sont très essoufflés et ils ont un frein expiratoire, ils ont du mal à parler. C'était l'exemple de la jeune femme. Donc les facteurs déclenchants, on en a déjà parlé, je vous les remets mais cette fois-ci en images. Vous avez l'exemple donc, des facteurs inflammatoires, donc les infections respiratoires, le rhume. Il faut rechercher un facteur déclenchant chez ces patients-là quand ils arrivent aux urgences ou en consultation. Finalement, il vous dit depuis quelques jours, j'ai le nez qui coule. Il y a une infection finalement ORL qui est à l'origine de l'exacerbation de l'asthme. Ou alors, ils ont été exposés, oui, je sais que je suis allergique au chat, mais j'ai été chez ma grand-mère, il y avait un chat, etc. Je l'ai pris dans mes bras, ce genre de choses. Faut rechercher donc des facteurs déclenchants de la crise d'asthme. Ou alors, ils m'ont dit, j'ai repeint chez moi, et finalement, il y a des irritants dedans, et ça peut favoriser ces crises d'asthme. On peut avoir l'asthme induit à l'exercice. Ça existe. Le froid,
Il y a des facteurs un petit peu d'émotion psychologique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Certains médicaments, on le verra, les bêta-bloquants, par exemple. Le tabac, bien sûr. Le reflux gastrique, qu'il faut toujours penser à rechercher finalement chez les patients asthmatiques non contrôlés. Est-ce qu'il y a finalement un facteur qui explique qu'on n'arrive pas, si le patient est correctement observant, bien sûr, hein, mais le reflux, et on le retrouve assez facilement. Et en fait, ça crée les remontées acides des micro-inhalations qui, là aussi, sont des irritants bronchiques et qui vont venir favoriser finalement ces phénomènes d'exacerbation et d'asthme non contrôlés. Les polluants, etc. Et donc la grossesse, je vous l'ai dit, par plusieurs mécanismes. Il y a une modification hormonale pendant la grossesse. Et on sait que par exemple la progestérone va favoriser des états, un mauvais contrôle, si vous voulez, de l'asthme. Donc la grossesse en elle-même, liée à plusieurs modifications, notamment hormonales, va jouer un rôle. C'est pour ça qu'il est très important, au contraire, de parfaitement contrôler par traitement les femmes enceintes. Hein. Il n'y a pas de risque tératogène. Il y a une grosse cohorte qui a bien montré depuis des années qu'il y avait plus de risques finalement à ne pas être contrôlé pendant sa grossesse parce que ça entraîne ces phénomènes là, voilà, d'hypoxie, hein, où le taux d'oxygène chute dans le sang, c'est pas bon pour le fœtus non plus. Il y a plus de risques de retard de croissance in utero, il y a plein de choses. Donc non, il faut parfaitement contrôler les femmes enceintes. Le message, c'est de ne surtout pas arrêter le traitement. Donc les crises d'asthme. Ensuite, comment on repère la gravité, si vous voulez, de l'exacerbation. Donc il y a ce qu'on appelle l'exacerbation légère à modérée et ce qu'on appelle l'asthme aigu grave. Là, c'était le cas de cette patiente. Donc vous avez ces signes à rechercher. D'abord, est-ce qu'elle est capable de parler? Elle, je vous rappelle, elle ne pouvait plus parler du tout. Ça, c'est un signe de gravité. Est-ce qu'elle ne peut plus s'allonger? C'est ce qu'on appelle l'orthopnée et qu'elle est obligée d'être penchée en avant. Ça, c'est vraiment un signe de détresse respiratoire. Quand vous ne pouvez plus allonger un patient, il faut vraiment que dans votre tête, c'est un signe de gravité. Donc, il faut alerter tout de suite. L'agitation, l'augmentation de la fréquence respiratoire, donc la polypnée. Hein. Vous savez que la fréquence respiratoire, c'est entre 12 et 16 cycles minutes. Au-delà de 20-25 et au-delà de 30, clairement, au-delà de 30, c'est un signe de gravité respiratoire. L'utilisation des muscles respiratoires accessoires, voilà, vous les connaissez probablement, c'est la mise en jeu par exemple des sternocleidomastoïdiens. Si vous voyez que les patients tirent comme ça et contractent pour respirer, c'est pas normal. D'accord ? Le tirage susternal, le balancement thoraco-abdominal, c'est-à-dire qu'il y a une inversion. Quand vous inspirez, vous mettez la main sur le ventre, vous gonflez le ventre. Mais quand on fait l'inverse, c'est pas normal. La désaturation, bien sûr. Et le DEP, mais ça, bon, retenez-le, mais sachant qu'en pleine crise d'asthme, vous n'allez pas vous amuser à faire un DEP au patient, il ne pourra pas le faire. D'accord ? Donc, l'asthme aigu grave, on peut le rechercher aussi avec ce qu'on appelle le syndrome de menace. C'est-à-dire que quelques jours avant, quand on repère bien, c'est qu'il y a une augmentation de la fréquence des crises. Hein, c'est-à-dire si c'est tous les jours, ça, c'est un syndrome de menace. Que ça devient résistant au traitement, c'est-à-dire qu'on utilise sa ventoline en continu, mais finalement sans amélioration. Que les intervalles libres, c'est-à-dire le retour toujours pareil à la normale, n'est pas obtenu ou sur des très brèves durées. Et bien sûr, les signes de détresse respiratoire que l'on vient de voir. Donc les signes de gravité absolue, je vous les rappelle. Difficulté à parler ou je peux faire quelques mots ou je ne peux même plus parler. Agité, sueur, cyanose. La mise en jeu des muscles respiratoires accessoires. La polypnée au-delà de 30. Et alors un autre marqueur intéressant, parce que si vous êtes amené à être aux urgences, puisque typiquement c'est ce genre de patient qui arrive aux urgences, c'est important que vous sachiez repérer ces signes de gravité. D'accord ? Hein, donc on a parlé des signes de détresse respiratoire. Un autre marqueur important, c'est la capnie. C'est-à-dire que typiquement, c'est des patients qui sont en hyperventilation. Ils n'arrivent plus à respirer, ils sont agités, ils sont comme ça. Donc ils doivent être, vous êtes d'accord, en hypocapnie, parce qu'ils augmentent leurs échanges. Donc le gaz carbonique est censé être changé, si vous voulez, être relargué plus vite. Ils doivent être en hypocapnie. Si sur votre gazométrie, vous avez ce genre de patient, vous voyez qu'ils sont normocapniques, c'est-à-dire qu'ils sont à 40 ou pire, hypercapniques, hein, au-delà de 42, 45, bon 50 c'est gravissime, mais c'est-à-dire qu'ici ils sont au-delà de 40,
c'est pas normal. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'avoir des signes d'épuisement respiratoire. C'est un signe de gravité. Donc là, il faut tout de suite alerter et dire attention, là, c'est pas normal. C'est des patients qui vont être pris en charge en réanimation et qui potentiellement peuvent terminer comme la jeune dame, intubée. D'accord ? Donc vraiment, ayez en tête, si vous devez retenir quelque chose au moins, c'est les signes, le fameux syndrome de menace. Si, voilà, je ne sais pas si vous êtes infirmière libérale et que vous avez, ou en cabinet, vous recevez quelqu'un et vous voyez que là, quand même, il y a des crises répétées, que ça ne revient pas à la normale, qu'ils utilisent leur ventoline régulièrement, mais qu'en plus, ça ne va pas. Ayez en tête, ça, c'est un syndrome de menace. Le risque, c'est d'évoluer vers l'asthme aigu grave. Et là aussi, sachez reconnaître les signes de détresse respiratoire. Vous n'allez pas vous tromper, c'est des patients qui ne sont pas bien du tout, d'accord ? Mais il faut savoir les reconnaître, et ce paramètre de la gazométrie aussi. Donc ensuite, les principes de traitement de l'asthme, c'est qu'on va jouer sur deux choses. Je vous ai dit, il y avait deux grands mécanismes. Le côté bronchospasme avec la mise en jeu là, sur les muscles lisses respiratoires avec cette bronche qui se ferme. Et il y a aussi par-dessus des phénomènes inflammatoires qui créent de l'œdème et qui viennent participer encore plus à cette réduction du calibre. Il y a les phénomènes de bronchoconstriction sur le muscle lisse et les phénomènes inflammatoires. Donc on va jouer pour le traitement de l'asthme sur ces deux choses. D'accord ? Avant tout, il faut reconnaître que la maladie asthmatique, c'est une maladie inflammatoire. Donc le premier traitement, c'est un traitement anti-inflammatoire. Okay ? Et qu'est-ce que c'est ? C'est donc des corticoïdes inhalés. D'accord ? Donc ça, c'est le traitement de la maladie asthmatique. On distinguera ensuite le traitement de la crise du traitement de fond. D'accord ? C'est deux choses différentes. Et bien sûr, les traitements de facteurs de décompensation, ou ce qu'on appelle les traitements de facteurs aggravants. Je vous ai parlé par exemple du RGO. D'accord ? Donc on met des IPP dans ces cas-là. Donc le traitement, premièrement, de la crise. La crise, c'est ce phénomène de bronchoconstriction sévère. Le patient, il est tout serré, ça passe plus, il siffle, parce que tout simplement, la bronche, elle est fermée, donc il faut l'ouvrir. Pour ouvrir cette bronche, c'est des bronchodilatateurs, et vous les voulez rapides, donc de courte durée d'action, d'accord, qui vont ouvrir la bronche. Pour ça, la ventoline, que tout le monde connaît, c'est en gros un bronchodilatateur de courte durée d'action. C'est un bêta-2 mimétique. En cas de crise grave, on peut même avoir recours à de la cortisone par voie générale, si on a des crises répétées où le patient est hospitalisé. Mais toujours est-il pour des courtes durées. Jamais de cortisone au long cours. La cortisone au long cours, ça a beaucoup d'effets indésirables. Donc c'est vrai que parfois, ça peut traîner avec des gens qui sont cortisonnés au long cours. C'est pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce qu'on appelle finalement des asthmes sévères. On n'en parlera pas ici. Retenez, c'est de la cortisone, mais pour traiter donc une crise, mais à courte durée, c'est 5 jours, pas plus. On traite le facteur de décompensation. Imaginons qu'il y a une infection. S'il faut des antibiotiques, on met des antibiotiques. Si c'est le tabac, théoriquement, il faudra arrêter le tabac. Les traitements complémentaires, c'est-à-dire que si la patiente, comme tout à l'heure, à l'arrivée, elle désaturait à 85%, bien sûr, vous allez lui mettre de l'oxygène. D'accord ? On réhydrate, on apporte du potassium. Pourquoi ? Parce qu'il faut le savoir, les bêta-2 mimétiques, quand on en utilise en aérosol, là, en continu, ça joue sur le cycle, je crois que c'est pyruvate, je ne sais plus. Bon, bref, ça joue en tout cas sur les rapports avec le potassium. Donc, il faut vérifier le taux de potassium chez ces patients, qui peut varier. Sulfate de magnésium, on n'en parle pas trop. Ça a montré une petite efficacité, c'est un peu débattu, mais lorsqu'on a des asthmes aigus graves, donc on peut être amené à mettre ça chez ces patients-là. Maintenant, on va parler du traitement de fond. D'accord ? Donc ça, c'est le traitement de la crise. On veut ouvrir vite la bronche. Okay ? En gros, c'est ça. Le traitement de fond, on veut traiter une maladie inflammatoire. Donc, en premier lieu, on utilise des corticoïdes inhalés, ce que vous avez en rouge ici. Donc, vous avez différents paliers qui sont définis par la sévérité de votre asthme. D'accord ? Et ce que vous voyez, c'est que quoi qu'il arrive, palier 1, c'est des patients qui sont pratiquement asymptomatiques, qui ont quelques crises par-ci par-là, où la ventoline seule en cas de crise peut suffire. Mais dès qu'on passe à un palier 2, donc c'est des patients qui ont besoin d'avoir un asthme finalement relativement contrôlé, on a besoin d'utiliser des corticoïdes inhalés. Et vous les voyez, ils sont ici, ils sont tout le temps.
hein, c'est vraiment la base, le socle, si vous voulez. Bon, j'arrive pas là. C'est le socle de votre traitement de fond. On les voit ici tout le temps. Avec la dose qui varie, au début, si on n'a pas un asthme très sévère, c'est faible dose, et puis on augmente la dose lorsqu'on a un asthme plus sévère. La deuxième strate du socle qu'on rajoute, ça va être des bronchodilatateurs de longue durée d'action, c'est-à-dire que là, c'est des patients qui ne sont pas suffisamment contrôlés avec la partie donc anti-inflammatoire, si je puis dire, et donc on va rajouter un traitement bronchodilatateur, mais cette fois-ci de longue durée d'action. D'accord ? Et enfin, sur les asthmes sévères et non contrôlés, donc ça c'est vraiment en bout de course, et ça repose plus sur... donc là c'est un avis spécialisé d'un pneumologue, où on peut être amené à utiliser des anti-IgE, je vais vous en parler rapidement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs médiateurs, je vous avais dit, pour les asthmes. Il peut y avoir ce qu'on appelle des asthmes allergiques, c'est ce qu'on a tous en tête, c'est qu'un asthme égale allergie. Mais en fait, c'est pas si simple. D'accord ? Il n'y a pas toujours d'allergie identifiée. Quand on est dans la catégorie asthme-allergie, déjà, il faut retirer l'allergène. Si c'est le chat, malheureusement, théoriquement, il faut faire de l'exclusion du chat. Et on peut utiliser aussi ce qu'on appelle des anti-IgE, c'est le Xolair. Je ne sais pas si vous êtes asthmatique ou si vous avez des gens asthmatiques qui peuvent avoir ce type de traitement-là. Et enfin, on peut avoir aussi d'autres biothérapies, qu'on appelle des immunothérapies qu'on utilise dans l'asthme, qui sont les anti-IL-5, qui vont jouer sur un autre médiateur, qui est plutôt médié par l'éosinophiles. Donc là, c'est chez des patients qui sont souvent hyper éosinophiliques, donc on va regarder dans le sang, qui ont un taux d'éosinophiles supérieur à 200, 300, voire beaucoup plus. Et là, on peut être amené à mettre ces biothérapies. Je vous en parle juste pour que vous ayez eu au moins une fois entendu ces médicaments-là, mais c'est vraiment réservé à une prescription de spécialiste, et c'est sur vraiment des asthmes qui sont sévères et non contrôlés. Vous retenez surtout, c'est le corticoïde inhalé pour le traitement de fond, le traitement de la crise, et dans le traitement de fond, on peut être amené à rajouter aussi, en fonction d'un asthme qui est non contrôlé, des bronchodilatateurs de longue durée d'action. Là, c'est pour vous montrer des exemples de dispositifs. Vous avez plusieurs types de dispositifs. Ça va être les formes spray, par exemple, comme la ventoline, qu'on connaît classiquement. Mais vous pouvez aussi avoir des formes poudre. Ça, c'est le fameux discus, peut-être que vous avez vu. Le violet, par exemple, c'est le séritide qu'on trouve souvent. Ça, ce sont des chambres d'inhalation. Ça peut être intéressant de connaître ça. Déjà en pédiatrie, on utilise ça beaucoup, puisque vous savez que pour utiliser la ventoline et l'utiliser correctement, parce qu'il ne suffit pas d'appuyer, parce que si la moitié de la dose est dans l'air et pas dans le patient, ça ne sert à rien. D'accord ? Et donc ça, c'est pour des patients, et surtout en pédiatrie, bien sûr, qui n'ont pas une bonne coordination main-poumon, c'est-à-dire qu'il faut appuyer, mais aspirer en même temps. Parce que si on aspire après qu'on a appuyé, la moitié de la dose, elle est dehors, elle n'est pas dans le patient. Et donc ça peut permettre, chez des patients qui ont du mal à avoir cette coordination, c'est-à-dire qu'on vient mettre, vous voyez, le dispositif ici, et le patient aspire ici. En fait, il va saturer sa chambre, mettre la dose, et le patient va faire des aspirations, peu importe, en fait, avec la coordination. Et comme toute la dose est là, dans la chambre, le patient va pouvoir respirer à son rythme et avoir la dose reçue. D'accord ? Donc, c'est très utilisé, notamment en pédiatrie. Donc, parce que je vous ai parlé de contrôle de l'asthme. Comment on sait qu'un asthme est contrôlé, finalement, puisque c'est ça qui conditionne aussi le traitement de fond. Eh bien, les paramètres que l'on regarde, c'est les symptômes diurnes, nocturnes, l'activité physique, le nombre d'exacerbations, l'absentéisme. En gros, on leur demande s'il y a un retentissement sur leur vie professionnelle ou du moins personnelle, et l'utilisation du traitement de la crise, d'accord, du type ventoline. Donc, pour avoir un bon contrôle de l'asthme, c'est que théoriquement, il ne faut pas avoir de symptômes diurnes, il ne faut pas être réveillé par ces symptômes d'asthme, avoir une activité physique et surtout une vie normale, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'arrêter son activité professionnelle. On n'a pas à avoir recours systématiquement à son traitement. Et après, il y a les autres paramètres auxquels on peut les intégrer. C'est finalement les paramètres de VEMS ou du TIFNO qui peuvent là aussi entrer en jeu. Et je vous montre ce score
d'accord, qui est très utilisé, enfin nous on l'utilise tous les jours à la consultation pour vérifier donc le contrôle de l'asthme chez nos patients. C'est ce qu'on appelle le score ACT. C'est très facile à faire et vous pouvez tout à fait être amené, vous, à l'utiliser si vous êtes, je sais pas, en maison de santé ou enfin, voilà, que vous avez une activité commune et que vous suivez ce type de patient. On tape sur Internet, score ACT asthme, vous tombez dessus. Et vous voyez, c'est des questions très simples. On va demander au patient d'évaluer l'impact de son asthme sur les 4 dernières semaines. D'accord ? On va lui demander premièrement, est-ce qu'il a été gêné dans ses activités au travail, à l'école ou à l'université, ou chez lui. Et c'est tout le temps, la plupart du temps, quelquefois, rarement jamais, avec 1, 2, 3, 4. On reporte à chaque fois le nombre de points. On va lui demander est-ce qu'il a été essoufflé, en gradant à chaque fois. Est-ce qu'il a eu des symptômes, notamment la nuit ou, par exemple, au petit matin. On va lui demander s'il a utilisé son inhalateur de secours, la ventoline, par exemple. Et on va lui demander aussi son impression. Comment est-ce que vous évalueriez-vous votre asthme ? Et parfois, c'est très discordant. Vous pouvez avoir des paramètres, par exemple, un peu catastrophiques, et le patient, il vous dit qu'il est bien contrôlé. Là, déjà, vous dites, bon, il n'y a pas une perception par le patient qui est la même, en tout cas, qui n'est pas tout à fait corrélée. D'accord ? Et donc, c'est un score sur 25, et quand le score est inférieur à 20, on considère que l'asthme n'est pas contrôlé. Là, je vous ai fait une petite diapo, exprès, pour résumer un petit peu quel était votre rôle à vous. Alors après, ça ne se limite pas bien sûr à cette diapo, mais je pense vraiment qu'il y a une part très importante dans l'évaluation faite par l'infirmière, parce que nous, c'est comme ça qu'on fait en pneumo, c'est elle qui évalue limite quotidiennement et pluriquotidiennement les patients et qui nous disent quand il y a des facteurs si le patient va moins bien ou les facteurs de gravité surtout. Donc c'est par exemple le patient, là je vous ai pris l'exemple du patient hospitalisé, donc il arrive, un petit truc, vous n'allongez pas ces patients. D'accord ? Je vous l'ai dit, ils peuvent être orthopnéiques, ils ont du mal, donc les allonger, ça augmente le travail respiratoire. Donc des patients qui ne sont pas bien, qui sont hospitalisés pour crise d'asthme, on les met en position demi-assise. D'accord ? On ne les allonge pas. Recueil de données, ça vous savez. Là, il y a un rôle très important, que ce soit par vous ou par nous aussi, par l'équipe médicale en tout cas, d'écoute et de réassurance. C'est hyper angoissant d'arriver et de s'étouffer. Et donc, plus on stresse, plus on s'angoisse aussi, et plus on va hyperventiler. Donc voilà, il y a vraiment aussi tout un environnement de réassurance à mettre en place. On surveille l'état clinique, je vous ai bien répété tous les signes de gravité respiratoire, ça c'est vraiment fondamental, il faut que vous les connaissiez. Ça passe par la prise de constante, mais ça passe aussi par je vois mon patient, comment il respire. Vous allez vite voir s'il y a des signes de gravité, la mise en jeu, des signes de lutte respiratoire. Bon, l'application des prescriptions médicales, c'est-à-dire souvent des bronchodilatateurs, en aérosol, etc. Les examens complémentaires, je vous ai parlé du DEP, mais par exemple, nous les infirmières, quand on a des patients hospitalisés pour crise d'asthme, comme critère d'amélioration et de voir s'ils peuvent sortir, elles mesurent la DEP le matin au réveil, dans la matinée, et on voit s'il y a une aggravation ou une amélioration. On peut avoir un DEP qui passe de 130, c'est catastrophique, à 400, et là, on se dit, le patient, il est plus proche de la sortie. Et l'éducation thérapeutique, elle est fondamentale et elle passe bien sûr par vous sur la prise des traitements de fond, la prise tout court déjà, l'observance, c'est fondamental, et comment ils les prennent. Parce que s'ils les prennent n'importe comment, ils ont beau vous dire je les prends tous les jours, mais si c'est n'importe comment, c'est ce que je vous disais, si la moitié de la dose elle est en dehors du patient, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est vraiment très important. L'hygiène, par exemple, si ils ont un asthme allergique, par exemple aux acariens, il va falloir leur dire, il faut avoir des règles d'hygiène strictes, on évite de mettre de la moquette, des tapis partout, des rideaux, on utilise des matelas, des oreillers anti-acariens, on lave régulièrement son linge de maison. Voilà, donc tous ces messages-là sont importants et passent aussi par vous. Ça, c'est la petite plaquette un petit peu de guide. Qu'est-ce que doit savoir un asthmatique ? D'accord ? Je vous parlais d'éducation thérapeutique, là on est en plein dedans. C'est ça. C'est leur apprendre qu'est-ce que c'est l'asthme, déjà, qu'ils aient compris leur maladie, qu'ils aient compris le traitement, qu'ils aient distingué le traitement du fond du traitement de la crise. L'hygiène de vie, le tabac, faut l'arrêter, l'exclusion des pneumallergènes, le suivi médical, qu'ils aillent faire leur suivi, parce que ce n'est pas toujours le cas,
Et l'apprentissage sur reconnaître les gestes d'urgence, les signes d'urgence. Voilà. Alors, quelques mots d'allergologie, justement, parce qu'on en a un peu parlé. On va définir l'atopie et l'allergie. Donc, l'atopie, c'est si on a un des signes suivants, c'est donc un prick test positif. Je pense que peut-être il y en a qui sont asthmatiques ou qui ont déjà eu ça dans l'enfance, parce que c'est assez fréquent. Vous savez, c'est les petits pics où on vient inoculer par petites pics des allergènes. On va tester platane, bouleau, chien, chat, etc. sur l'avant-bras et on va regarder la réponse histaminique. Le témoin positif, c'est l'histamine, c'est-à-dire que ça fait des grosses, j'ai une photo je crois, papules, et on voit si finalement il y a une réaction. La présence des IgE spécifiques, je vous en ai parlé tout à l'heure, les IgE totales, ou les trois. Quand on a les trois, ça signe l'atopie. Et l'allergie, attention, c'est l'existence des manifestations cliniques qui sont médiées par le mécanisme lié aux IgE, à distinguer de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'imaginez, vous avez un patient qui a un prick test positif, là, mais qui n'a aucun symptôme. Il n'y a pas de corrélation clinique entre le mécanisme, l'illustration d'une allergie, mais il n'y a pas de symptômes. D'accord ? Donc ça, c'est de la sensibilisation et ce n'est pas de l'allergie. Donc, qu'en penser ? Là, je vous ai montré, donc il y a bien sûr ce qu'on appelle la rhinite allergique, c'est tous les symptômes ORL, la conjonctivite, le choc anaphylactique bien sûr, et s'il y a des signes cutanés. Donc les grands pneumallergènes, ce qui nous intéresse en pneumo, parce que là je vous parle que d'allergènes respiratoires, j'aborde pas du tout les allergènes alimentaires ou cutanés ou autres, c'est autre chose. Ça va être tout ce qui va être l'environnement domestique, j'ai parlé des acariens, les phanères, donc les poils d'animaux, traditionnellement chat-chien. On peut avoir aussi des moisissures, notamment l'aspergillus. Et l'environnement général, et là le grand gagnant, c'est les pollens. D'accord ? Donc les moyens diagnostiques, j'en ai parlé, donc ça passe par éventuellement une prise de sang. NFS, pourquoi ? On va chercher le taux d'éosinophile. Regardez le taux d'IgE, puisque c'est le mécanisme mis en jeu dans la réponse allergique. Et les fameux prick tests, d'accord, qui vont signer la sensibilisation. Donc ça, on va passer. Donc les prick tests, alors je ne sais pas si ça ressort bien. Regardez, ici, vous avez un test positif. Vous voyez la petite papule là ? Voilà, donc ça, c'est un prick test positif. Et voilà comment on fait. On vient avec une petite aiguille, tout petite, inoculer dans le bras les allergènes et voir la réaction. Donc ça, voilà, c'est ce que je vous avais dit avec test positif, parce que traditionnellement les patients reviennent, je suis positif, je suis allergique. Non, vous êtes sensibilisé, et est-ce qu'il y a des signes cliniques qui sont en lien avec l'allergène qui a été testé, d'accord ? C'est pas toujours le cas. Donc ça, les critères de positivité, c'est une papule supérieure à 3 mm ou supérieure à 50% du témoin. Le témoin, c'est l'histamine. Donc les principes généraux du traitement quand il y a pour l'allergie, c'est l'éviction, c'est le principal message. Traiter les symptômes, ça peut être de l'ARUS. Et alors l'immunothérapie anti-allergénique, ça peut être ce qu'on appelle, vous savez, la désensibilisation. D'accord ? Quand on a un échec des traitements, on peut être amené à désensibiliser les patients. On ne peut pas désensibiliser les patients à tout, mais il y a plusieurs techniques de désensibilisation. Bon voilà, ça c'était les exemples. Je vous en avais parlé, par exemple l'exemple d'éliminer les acariens, ça passe par l'hygiène au domicile, on évite les rideaux, les tissus muraux, les moquettes, on lave le linge de maison, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Oui ? Alors ça c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il y a quand est-ce qu'on peut arrêter ? Alors il y a des asthmes effectivement chez les enfants ou qui peuvent finalement disparaître à l'âge adulte, ça c'est vrai.
De toute manière, je ne vais pas vous mentir, qu'est-ce qui se passe? Les patients, quand ils n'ont plus de symptômes depuis plusieurs mois, on ne va même pas parler d'années, ils arrêtent tout seuls le traitement. Donc vous allez vite voir comment ça se passe. Mais il faut savoir quand même que c'est une maladie qui peut revenir. Ça ne va pas se guérir tout seul, si vous voulez. Normalement, ça passe par un traitement de fond quotidien. D'accord? Mais c'est vrai que classiquement, ce qui se passe, on est tous pareils, les patients, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent le traitement. Alors, il y a récemment, là, en 2018, il y avait une étude qui était sortie sur l'utilisation finalement des corticoïdes inhalés à la demande et non plus. Donc je vous rappelle, les corticoïdes inhalés, c'est vraiment le traitement de fond. Donc je vous ai dit, c'est de l'observance tous les jours, etc. Parce que c'est quand même le message qu'il faut avoir. Parce que si vous leur dites pas ça, ils vont vraiment pas le prendre. Déjà en leur disant ça, vous pouvez être sûr qu'ils le prennent je dirais 3 jours sur 7, 4 jours sur 7. Et en fait, c'est pour ça qu'il y avait eu cette étude qui ressemblait plus quelque part à la vraie vie. Et ce qui avait été montré, c'est que l'utilisation des corticoïdes à la demande, mais chez des asthmes légers, c'est pas vrai pour les asthmes graves. Les asthmes graves sévères, eux, ils ont besoin d'un traitement de fond quotidien. Pour les asthmes légers, en fait, c'est déjà ce qu'ils font, ils utilisent les corticoïdes à la demande. Les corticoïdes, leur traitement là, de fond, ils l'utilisent à la demande. Et ce qui a été montré, c'est que ça faisait pas moins bien, en fait. Donc, c'est une stratégie thérapeutique tout à fait possible. Voilà. D'autres questions? Donc, on va passer à la BPCO, donc, qui est là aussi un trouble ventilatoire obstructif, mais qui ne touche pas la même population et qui n'a pas la même définition. Donc, la BPCO, donc il y a 2 choses, 2 pendants, c'est la bronchite chronique et l'emphysème, d'accord? Donc on va parler de ces 2 choses-là. Donc on peut avoir une BPCO post-tabagique avec ou sans emphysème, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une maladie que des bronches ou est-ce qu'il y a une maladie qui touche aussi le parenchyme pulmonaire? Donc le grand coupable, c'est le tabac, là, dans ce topo-là. Donc en France, c'est quand même une maladie extrêmement fréquente, puisqu'elle touche, on n'est pas loin, je pense, largement des 10% des plus de 45 ans. Donc vous voyez que c'est quand même pas la même population, on n'est plus sur des jeunes. On est, c'est pas des vieux non plus, 45 ans, faut pas exagérer. Mais on est sur des personnes, on n'est pas sur la même population. Ça représente là aussi 16 000 décès par an, puisque quand on arrive au stade d'insuffisance respiratoire, c'est là aussi beaucoup plus problématique. Et dans le monde, il faut savoir, c'est quand même la 3e cause de mortalité. On s'y approche tranquillement. Et elle est au 5e rang des maladies chroniques, avec un impact sur la mortalité. Donc la bronchite chronique, qu'est-ce que c'est la définition? C'est une toux productive, au moins 3 mois par an, et depuis plus de 2 ans. Donc c'est vrai que, ça veut dire que il faut le chercher, c'est-à-dire, je tousse, ok, mais si je tousse depuis 8 jours, c'est pas la même chose que si, moi j'ai toujours toussé. D'accord? Donc c'est une définition qui est clinique, la bronchite chronique. Il y a pas, c'est l'interrogatoire, d'accord? Il n'y a pas d'examen qui va vous l'affirmer. Donc la physiopathologie, finalement, c'est l'augmentation de sécrétion et d'inflammation bronchique avec des lésions qui peuvent être plus ou moins réversibles, et ça, on va le voir. L'examen clinique, là, comme ça, comme vous les voyez, il est normal. Et paraclinique aussi, mais ça, c'est vraiment... on va voir quand même les épreuves fonctionnelles respiratoires. Donc, c'est pour insister sur le fait que c'est une définition qui est clinique. Donc, la BPCO, je reviens, c'est une maladie, là aussi, qui est caractérisée par l'obstruction. Donc, vous allez me dire, ça se rapproche un peu de l'asthme. Oui, mais c'est pas la même chose, parce que c'est pas les mêmes mécanismes. Et surtout, la première chose différente, c'est que c'est un trouble ventilatoire obstructif, mais cette fois-ci qui n'est pas réversible. D'accord? C'est vraiment ça qui permet de faire la distinction entre asthme et BPCO. Une maladie qui est progressive. Il y a là aussi des phénomènes inflammatoires. Et c'est en réponse à des toxiques inhalés. Et donc le top 1, c'est le tabac. Avec une définition fonctionnelle là aussi, puisqu'on a un trouble ventilatoire obstructif, donc c'est toujours le rapport VEMS sur CVF inférieur à 70%. Et vous avez cet aspect de courbe, d'accord, concave, ça c'est la courbe d'un sujet normal quand on leur teste en spirométrie. On leur dit inspirez et soufflez fort, ce qu'on leur dit à chaque fois. Et en fait, on voit un aspect concave, ça signe quoi? L'atteinte des voies aériennes distales. Il y a vraiment une obstruction sur les voies aériennes distales.
L'autre pendant, donc après la maladie des bronches, il y a la maladie donc, d'emphysème, où là, c'est une destruction des parois alvéolaires, donc une destruction qui est directement au niveau du poumon, au niveau du parenchyme. C'est une définition donc, alors, clinique, mais surtout qu'on verra au scanner. D'accord ? Vous voyez ici une destruction, ça c'est du poumon qui n'existe plus. Le poumon normal, il est là. Hein, c'est l'aspect grisé. Les petits points blancs, c'est les vaisseaux. Et en fait, il y a une destruction des parois alvéolaires, une destruction du poumon. Et là, vous voyez l'exemple, si vous voulez, sur un poumon. Hein. Donc le poumon, en fait, ça c'est une énorme bulle. Imaginez que c'est ça. D'accord ? C'est une énorme bulle. Une bulle d'air, il n'y a plus de poumon. Il n'y a plus de poumon. Donc, bronchite chronique obstructive et ou emphysème. Donc d'abord la bronchite chronique. Donc on retrouve un petit peu la même photo que pour l'asthme, avec des sécrétions épaisses, des phénomènes inflammatoires, avec des bronches toutes serrées. Et qu'est-ce qui se passe pour l'emphysème ? Donc normalement, chez un sujet normal, il y a un échange gazeux. Donc l'air arrive par les bronches, la bronchiole terminale, et dans les alvéoles, et c'est là qui est c'est le siège des échanges gazeux. On veut faire rentrer l'oxygène dans les vaisseaux et faire sortir le gaz carbonique. Et bien quand il y a cette bronchite chronique, c'est-à-dire que de manière chronique, on a des bronches qui sont malades, qui sont obstruées, eh bien ça peut conduire à ce qu'on appelle de l'air trappé, de l'air emprisonné, c'est-à-dire que l'air rentre mais ne ressort pas de manière normale. Eh bien, ça peut entraîner donc de la destruction au niveau des alvéoles, et finalement les échanges vont forcément moins bien se faire au niveau des alvéoles qui sont endommagées. Donc les structures atteintes, vous avez l'arbre bronchique, mais également le parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire les voies aériennes distales, périphériques, et le parenchyme. Et dans le parenchyme, vous pouvez même avoir la vascularisation qui est atteinte, s'il y a la destruction au niveau des alvéoles. Hein, il y a la membrane alvéolo-capillaire. Si cette membrane est atteinte, eh bien vous avez aussi le vaisseau qui est atteint. Vous avez ici un exemple de poumon. C'est un poumon voilà, de quelqu'un qui est mort, j'imagine. Et vous avez ici, vous voyez très bien la bulle. D'accord ? Donc ça, c'est des lésions d'emphysème. Ça, c'est de l'anthracose, c'est le noir, ça, c'est le tabac. Hein. Donc, les facteurs de risque, hein, on va parler du tabac, parce qu'effectivement, il y a des BPCO professionnels, mais enfin, c'est beaucoup plus rare que le tabac. D'accord ? Hein, s'il faut en retenir un, c'est le tabac. Juste un mot de facteurs génétiques. Il y a un mécanisme qui est donc le déficit en alpha-1 antitrypsine. Et ça, on va le rechercher dans des formes de BPCO très emphysémateuses chez des gens jeunes, c'est-à-dire inférieurs à 45 ans. Quand on a des BPCO précoces avec un phénotype donc emphysème qui est prédominant, c'est-à-dire une destruction, je vous ai montré, hein, du parenchyme prédominante, chez des gens jeunes, il faut penser quand même à ce déficit en alpha-1 antitrypsine. Donc les agents toxiques, on revient, c'est le tabac avant tout qui est à la cause à la fois de l'irritation bronchique, des phénomènes inflammatoires, mais qui est à la fois en cause dans la destruction du parenchyme qui signe l'emphysème. Et malheureusement, le risque évolutif, c'est l'insuffisance respiratoire chronique. Donc la clinique, tous les expectorations, ça signe la bronchite et la dyspnée. On peut la trouver dans la forme un peu évoluée de la bronchite, mais ça signe aussi beaucoup les lésions d'emphysème. Pour évaluer cette dyspnée, vous avez cette échelle, qui est donc l'échelle de la MMRC, qui stade de 1 à 4. Le stade 0, c'est une dyspnée pour des efforts soutenus, quand on monte 2 étages, donc ce n'est pas une dyspnée qui est totalement anormale. Stade 1, c'est lorsque l'on marche en marche rapide ou pour un étage ou en pente. Stade 2, c'est quand on marche en terrain plat ou une astuce, c'est est-ce que vous êtes essoufflé quand vous suivez quelqu'un en balade de votre âge? S'il est essoufflé, c'est pas normal. Stade 3, c'est quand on est obligé de s'arrêter. Et le stade 4, c'est au moindre effort. Je me lève pour prendre le balai, je passe le balai, je suis essoufflé, c'est pas normal. Donc à l'inspection, on va rechercher des phénomènes de distension thoracique qu'on verra mieux sur la radio. Et donc dans les examens complémentaires, il y a donc une radiographie thoracique et ou un scanner, on en parlera.
Bien sûr, l'exploration fonctionnelle respiratoire, puisque c'est ça qui va vous signer le trouble ventilatoire obstructif, et la gazométrie artérielle. Donc, premièrement, la radio thoracique, on parle de thorax en tonneau et je vous ai parlé de distension pulmonaire. Comment ça se voit? Première chose, donc c'est une radio de thorax, hein, ce n'est pas une radio de pulmonaire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que les poumons, on voit aussi le thorax. Et on voit notamment le diaphragme, qui est le muscle inspiratoire principal. Et là, ce qu'on peut déjà voir sur cette radio, c'est que ce diaphragme, il est tout aplati. Normalement, vous avez des coupoles qui sont bien concaves, comme ça, et là, elles sont totalement aplaties. Deuxième signe de distension, vous avez des côtes qui sont horizontalisées. Hein, normalement, les côtes, elles sont censées descendre plus comme ça. Hein, elles ne sont pas censées être horizontales. Autre signe de distension, vous revoyez ici sur une radio thoracique de profil, un diaphragme qui est aplati. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Normalement, c'est censé faire une coupole. Et bien là, il est aplati. Ça, c'est un signe de distension qu'on voit aussi en radio de profil. Et l'autre chose, c'est ce qu'on appelle l'hyperclarté rétrosternale, qui signe là aussi de la distension. Et vous avez aussi le diamètre qui augmente, d'accord. Et ça, c'est donc des signes de distension thoracique. Je vous l'ai dit, aplatissement des coupoles, élargissement des espaces intercostaux avec horizontalisation des côtes. Vous voyez, ces espaces-là, ils sont élargis. Ils ne sont pas censés être aussi visibles. L'hyperclarté rétrosternale et la raréfaction de la trame vasculaire. Effectivement, ici, vous voyez, la trame vasculaire, c'est ça un petit peu qu'on voit ici. Eh bien, en périphérie, on voit qu'on la voit de moins en moins bien. Également ici, eh bien, ça signe, par exemple, les lésions d'emphysème que vous pourrez affirmer au scanner avec la destruction du poumon, puisqu'on détruit et le poumon et les vaisseaux. Le scanner thoracique, je vous en parlais. Est-ce qu'il y a... alors, il est non systématique, mais de plus en plus, il y a des données et des études internationales qui proposent de faire quand même un scanner thoracique SPC, donc sans injection de produits de contraste, low dose, donc c'est-à-dire avec une technique pour réduire la dose pour ces patients. J'ai des patients qui ont une BPCO avec un tabagisme supérieur à 30 paquets années et plus de 50 ans. Faire un scanner, c'est quand même maintenant ce qu'on fait pour rechercher, bien sûr, ces lésions d'emphysème ici, mais c'est des patients qui sont à haut risque de cancer bronchopulmonaire aussi, d'accord, de cancer bronchique. Donc, faire un scanner au diagnostic de sa BPCO, plus de 50 ans, plus de 30 paquets à l'année, on sait que c'est des populations qui sont plus à risque de faire un cancer pulmonaire. Ça peut permettre de faire un bilan de nodules. S'il y a une masse, un nodule au scanner, ça peut permettre d'avoir un diagnostic aussi plus précoce. Donc, vous avez ici la destruction du parenchyme et des vaisseaux. Je vous montre, les vaisseaux, c'est ça, petit point blanc là. Et donc, vous voyez bien que quand il y a une destruction par emphysème, eh bien, le parenchyme, les vaisseaux sont détruits. Les épreuves fonctionnelles respiratoires, vous avez ici un exemple. Donc là, c'est l'inspiration et là, l'expiration. Et on voit bien, donc ça, c'est représenté ici la courbe normale. Et là, vous voyez que vous avez un patient qui a quand même une atteinte assez sévère, avec le fameux rapport VEMS sur CV qu'on appelle le TIFNO, qui est à 45%. Je vous ai dit, le cutoff, c'est 70%. Donc ça signe et ça affirme le trouble ventilatoire obstructif. Vous avez ici donc un VEMS qui est largement altéré, puisqu'il fait que 35% de la théorique. 800 millilitres, c'est vraiment pas beaucoup, d'accord. Chez un sujet normal, on est plus à 2 litres, voire 3, en fonction de l'âge, du sexe, etc. Donc là, c'est vraiment une BPCO sévère. Vous avez des signes autres que l'on peut mesurer à la plethysmographie, qui sont la distension, donc avec un volume résiduel qui est augmenté. Je vous ai dit, l'air rentre, il y a de l'air piégé et qui ne ressort pas bien. C'est ça que vous allez aussi mesurer. Là, je vous ai mis ici en photo une plethysmographie, donc c'est la fameuse cabine de plethysmographie qui va permettre de mesurer les volumes pulmonaires et de mesurer la distension thoracique, ces fameux airs piégés dont je vous ai parlé. Ici, si jamais un jour vous êtes amené à faire un stage aux EFR, ou voilà, quelles sont les contre-indications à la plethysmographie? Un anévrisme, pneumothorax où le patient est en crise d'asthme, où c'est une très mauvaise idée de le faire souffler, ça va pas améliorer les choses. L'obésité morbide, la non-coopération et le patient qui ne peut pas rester assis, ça paraît logique, vous allez vite vous en rendre compte que vous n'allez pas pouvoir le faire.
La sévérité de la BPCO, elle passe par des paramètres de fonction respiratoire. Donc, tout stade, c'est le rapport le TIFNO, donc le VMS sur CVF, inférieur à 70%, qui signe le trouble ventilateur obstructif. Ça, c'est tout stade, puisque c'est le paramètre qui permet le diagnostic. Et après, la sévérité va s'évaluer sur le VEMS. D'accord ? Donc, plus il est bas, plus c'est grave. C'est pas très compliqué, hein. Pour la BPCO très sévère, se rajoutent des signes d'insuffisance respiratoire, chronique, on va en discuter tout à l'heure. Et vous avez aussi les symptômes. Est-ce qu'il y a une dyspnée qui est persistante, d'accord, avec l'échelle dont je vous ai parlé, la MMRC, et vous allez aussi rechercher un autre paramètre, est-ce qu'il y a des exacerbations fréquentes, puisque vous pouvez avoir plusieurs phénotypes de maladies. Si c'est que de la dyspnée, le patient il est surtout sur le versant essoufflé, ou est-ce qu'il y a aussi des phénomènes d'exacerbation, donc d'infection respiratoire à répétition. Donc l'évolution, malheureusement, c'est le risque évolutif, c'est l'insuffisance respiratoire chronique et on va en parler. Ils peuvent faire des détresses respiratoires aiguës en cas d'exacerbation. Donc le risque, ils sont plus à risque de faire des surinfections. Donc c'est des patients qu'il faut penser à, quand ils ont des BPCO sévères, à vacciner, donc grippe chaque année, ça c'est indispensable, et pneumocoque. Le risque aussi, puisqu'ils sont exposés au tabac, c'est le risque de développer un cancer. La dénutrition, c'est des patients qui sont plus à risque de dénutrition et on peut être gros et dénutri. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, hein, c'est pas parce qu'on est gros qu'on n'est pas dénutri. Donc ça aussi, il faut le chercher. Et il y a des phénomènes d'anxiété, de dépression, des facteurs psychologiques. Bah oui, quand vous ne pouvez pas bien respirer, que vous êtes gêné dans votre vie quotidienne, forcément, ça a un retentissement. Ça, c'est une courbe pour ceux qui fument et qui se posent la question d'arrêter. Ça devrait vous motiver. Ça, c'est la courbe de déclin de la fonction respiratoire chez un sujet qui n'a jamais fumé. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une sénescence liée, il y a une sénescence de la fonction respiratoire. Un patient qui fume tous les jours, régulièrement, à partir là, de 50 ans, vous voyez déjà que TOF, on a perdu près de 35, voire 40% de sa fonction respiratoire. Et lorsque l'on arrive... on est en incapacité, on considère quand on est en dessous de 30%. Hein. Il y a vraiment, c'est des patients qui sont limités, clairement, dans leur vie quotidienne. Et vous voyez que vous pouvez vous retrouver à 65 ans, ici. Et surtout, là, les petites croix, c'est le décès. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur la mortalité. D'accord ? Et un patient qui a décidé d'arrêter de fumer avant 45 ans, vous voyez qu'il y a toujours un bénéfice à arrêter de fumer. Puisque ça veut dire qu'on ne reviendra jamais à la courbe de quelqu'un qui n'a jamais fumé, mais par contre, on décale, au lieu d'être sur cette pente-là, on se retrouve sur cette pente-là. Pareil message si on arrête à 65 ans. Donc il y a toujours un intérêt à arrêter de fumer. Donc le traitement, le gold, c'est l'arrêt du tabac, et c'est pas simple, d'accord ? Il faut éduquer, entourer ces patients pour les aider à arrêter de fumer. La prise en charge, sinon ensuite, c'est en fonction du degré de sévérité. Je vous ai dit le VEMS, c'est ça qui va vous conditionner finalement le niveau de traitement. Donc premièrement, c'est l'éviction des facteurs de risque, le tabac en premier, la vaccination. Les bronchodilatateurs à courte durée d'action, ça peut être à la demande si j'ai une BPCO légère. D'accord, j'ai que quelques symptômes, on peut leur mettre de la ventoline à la demande. Par contre, dès que je suis sur une forme modérée, c'est-à-dire que j'ai déjà un impact sur mon VEMS qui est entre 50% et 80%, le traitement à l'inverse de l'asthme, le GOLD, c'est quoi ? C'est pas le corticoïde inhalé, c'est le bronchodilatateur de longue durée d'action. C'est le socle, d'accord ? C'est l'inverse. C'est donc le bronchodilatateur à longue durée d'action et la réhabilitation, hyper important. C'est des patients qui sont déconditionnés, qui ont perdu leurs muscles, il faut les renvoyer faire du sport, pour se réentraîner. Lorsqu'on est sur des formes sévères, on peut être amené cette fois-ci à rajouter des corticoïdes inhalés, mais ce n'est pas le traitement le socle, d'accord ? Le socle, c'est le bronchodilatateur de longue durée d'action. Et ça, c'est des traitements qu'on peut être amené si, en gros, il y a des exacerbations répétées, qu'on est sur ce phénomène d'exacerbateur, on peut rajouter ces corticoïdes inhalés ou alors s'ils sont insuffisamment contrôlés par bronchodilatateur, pris correctement et à bonne dose. Et enfin, quand on est sur des formes très sévères, on s'approche de l'insuffisance respiratoire,
c'est des patients qui peuvent être oxygénés au long cours. D'accord ? Il y a des traitements maintenant un peu plus spécifiques de l'emphysème, notamment par voie endoscopique, de valves. Ça fait déjà quelques années que c'est possible, mais c'est sur des patients qui sont très sélectionnés, d'accord, avec des VMS bien sûr graves, qui ont arrêté de fumer et qui ont des formes particulières, parce qu'on ne peut pas mettre des valves à tout le monde. C'est des critères, si vous voulez, anatomiques très particuliers chez qui on peut mettre des valves. Donc là, il faut les adresser à un centre de référence pour voir s'ils sont éligibles à ce traitement-là. Et en fait, le principe des valves, c'est d'exclure les portions de poumons qui sont très distendues, avec cet air trappé dont je vous parlais, c'est-à-dire que l'air rentre et ne ressort plus, et c'est des parties de poumons qui ne sont pas fonctionnelles. Et en fait, d'exclure ces parties-là de poumons, ça va permettre de diminuer la distension thoracique et ça va améliorer leurs symptômes. Mais c'est vraiment sur des patients très sélectionnés avec des emphysèmes notamment particuliers. Donc il faut les adresser en centre de référence. Donc le traitement de fond, les bronchodilatateurs, je vous ai remis, bon là c'est d'autres types de photos. Donc on peut avoir deux types, les bêta-2 mimétiques ou les anticholinergiques, d'accord ? Ils peuvent avoir les deux. Les corticoïdes inhalés, ça peut être intéressant, mais à partir d'un stade 3, donc ça veut dire un VMS qui est en dessous de 50% et avec exacerbation. Et l'autre chose, c'est la kiné-respi, c'est hyper important, surtout au moment des exacerbations, parce que ça va les aider à se drainer, d'accord, à pouvoir évacuer leurs sécrétions. Les autres mesures, c'est les vaccinations, je vous en ai parlé. S'ils sont trop gros, c'est bien de maigrir parce que ça améliore là aussi la fonction respiratoire. Et n'oubliez pas de traiter les comorbidités, c'est une prise en charge globale du patient, c'est-à-dire que c'est des patients, ils fument, mais si le tabac n'abîmait que les poumons, ça se saurait. Vous savez que ça abîme bien sûr tous les vaisseaux, notamment les coronaires. Donc c'est des patients qu'il faut envoyer voir le cardiologue parce que souvent, ils ont d'autres comorbidités à côté. Donc les exacerbations de BPCO, on va reparler finalement, vous allez voir des signes de détresse respiratoire. Donc vous allez sortir de là, vous allez les connaître par cœur. On revient sur l'essoufflement, la dyspnée à la parole, la polypnée supérieure à 25-30, la cyanose, les lèvres bleues, la toux inefficace, ils toussent, mais en fait, ils sont incapables de remonter la moindre sécrétion, et les signes de lutte ventilatoire, la mise en jeu des sternocleidomastoïdiens, le balancement thoraco-abdominal, l'agitation, donc c'est des patients qui peuvent avoir des signes neurologiques, donc l'agitation, sueur, astérixis, confusion. Ça doit vous faire penser à quelque chose. C'est des patients qui peuvent faire des acidoses hypercapniques, d'accord ? Il y a une faillite ventilatoire, ils ne font plus leurs échanges correctement. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils se mettent en hypercapnie, d'accord ? Le gaz carbonique qui augmente dans le sang, c'est toxique, notamment pour le cerveau. Ça va faire donc sueur, confusion, coma, hypertension artérielle, d'accord ? Ça, c'est des signes d'hypercapnie. Je vous l'ai mis ici, donc ça, l'hypercapnie, ça s'affirme à la gazométrie. Les patients deviennent acides avec du gaz carbonique qui augmente dans le sang. Ils peuvent être hypoxiques, bien sûr. Et un autre, là, je vous ai mis les signes de cyanose, avec les lèvres bleues, les doigts bleus. On recherche, bien sûr, les causes. Souvent, il y a un trigger infectieux, surtout là, avec l'hiver qui va arriver. Ne pas oublier qu'ils peuvent faire aussi des embolies pulmonaires, mais ça, c'est assez caractéristique. Est-ce qu'il y a une douleur thoracique, des crachats mousseux, rosés ? Ils peuvent faire un pneumothorax. Vous avez vu les énormes bulles d'emphysème. Imaginez que ça se décolle. Et bien, ça peut faire des pneumothorax. Ils peuvent faire des spasmes, des médicaments sédatifs. C'est des patients, il faut être très attention, notamment s'ils ont pris, par exemple, plein de benzodiazépines. Ces médicaments-là, c'est des médicaments qui sont dépresseurs respiratoires. D'accord ? Ça va aggraver encore plus l'hypoventilation. Donc, ils vont encore plus, parce que surtout s'ils se surdosent, ça va aggraver leur insuffisance respiratoire sur l'action dépresseur respiratoire. Donc, attention. Donc, le traitement de la décompensation, souvent, on va avoir recours à une hospitalisation, parce que s'ils sont en détresse respiratoire, c'est une indication. Ils peuvent avoir besoin d'oxygène, ils peuvent avoir besoin de ventilation s'ils sont en acidose hypercapnique. Ils vont avoir besoin de kiné pour les aider à se drainer
lorsqu'ils sont encombrés, d'antibiotiques si c'est le facteur déclenchant, si c'est une infection, et bien sûr les bronchodilatateurs. Donc là, c'était pour vous montrer une image de VNI, on va reparler tout à l'heure. Là, c'est un exemple de ventilateur de domicile, d'accord, avec une interface, un masque nasobuccal, et on va en reparler juste après. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à insuffisance respiratoire? Oui. Ouais. Alors, je vais vous expliquer, c'est très bien d'en parler, parce que je comptais en parler juste après, mais on peut en parler maintenant, c'est très bien. Pourquoi on vous dit, et c'est très bien que vous ayez déjà ce message-là, je suis bien contente, un patient qui est connu BPCO emphysémateux, voilà, hein, sévère, on vous a dit, et c'est très bien, qu'il ne faut pas leur mettre trop d'oxygène. L'objectif de saturation chez ces patients-là, c'est 88%, 92% maximum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font, et on va en rediscuter juste après, donc vous allez bien comprendre, mais on peut en parler maintenant, ils ont en fait un état d'hypoventilation alvéolaire, d'accord ? Donc en fait, quand ils approchent du stade finalement d'insuffisance respiratoire, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent en jeu des mécanismes compensateurs, et notamment, ils vont avoir tendance un petit peu à hyperventiler pour, si vous voulez, augmenter leurs échanges puisqu'ils sont hypoxiques, d'accord ? Et pour pouvoir maintenir un taux d'oxygène correct. Or, dans l'organisme, il y a plusieurs, ce qu'on appelle des chémorécepteurs. Donc, il y a les récepteurs à l'oxygène et les récepteurs au gaz carbonique, d'accord ? Quand vous saturez, vous mettez beaucoup d'oxygène à un patient qui est hypoxique de base. Donc, il a mis en jeu, lui, déjà, des mécanismes compensateurs pour maintenir un niveau. Quand il est en exacerbation, si vous leur mettez beaucoup d'oxygène, quel est le message envoyé en fait au cerveau ? Vous saturez, vous leur apportez facilement, si vous voulez, de l'oxygène. Donc le message au cerveau, c'est bon, j'ai assez d'oxygène, donc c'est pas la peine que je mette tous ces mécanismes en jeu pour pouvoir avoir de l'oxygène. Donc j'aggrave l'hypoventilation des patients. D'accord ? Ils vont se mettre à hypoventiler encore plus. D'accord ? Or, eux, ils ont déjà un niveau avec un gaz carbonique important. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont aggraver leur hypoventilation, d'accord ? Et faire augmenter leur gaz carbonique, qui est déjà... Mais ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est pas vrai pour les patients qui n'ont pas ces phénomènes chroniques, d'accord ? Parce qu'ils ne vont pas... c'est pas des patients qui vont se mettre à hypoventiler encore plus, mais eux, ils ont déjà un seuil d'hypercapnie qui est pathologique. Donc, quand vous aggravez l'hypoventilation, vous allez aggraver ce risque d'hypercapnie et donc de conduire à l'acidose respiratoire et donc au coma, hein, parce que quand on est en acidose à 7,32 pH avec un gaz carbonique élevé, eh bien on peut être dans le coma. Donc c'est des patients qui sont insuffisants respiratoires, donc qui n'ont pas un objectif de saturation à 95% comme vous et moi ou comme quelqu'un qui n'a pas de pathologie respiratoire. Leur objectif, il est entre 88 et 92%, parce qu'ils ont déjà une atteinte respiratoire importante, d'accord ? Et le risque, c'est d'aggraver l'hypoventilation alvéolaire et d'aggraver, de majorer donc l'augmentation du gaz carbonique, qui est encore plus grave finalement que l'hypoxie, parce qu'ils ont mis en jeu, si vous voulez, plein de mécanismes qu'on va voir pour vivre avec cette hypoxie chronique, d'accord ? Donc, l'insuffisance respiratoire chronique, pour terminer. Donc là, on va reprendre un tout petit peu de physiopathologie. La mécanique ventilatoire, qu'est-ce que c'est finalement, si on veut résumer ? C'est le poumon, c'est un soufflet qui est constitué, on appelle des poumons, de la plèvre, c'est le sac qui entoure les poumons, la paroi thoracique et les voies aériennes. C'est tout ça le soufflet, hein, qu'on appelle le soufflet. Et qui va permettre de faire quoi ? Les échanges gazeux. D'accord ? Donc les muscles respiratoires, le muscle inspiratoire principal, c'est le diaphragme, d'accord ? C'est celui-là qui fait le plus gros travail. Et ensuite, vous avez des muscles respiratoires qu'on dit accessoires. Donc les muscles inspiratoires accessoires, on va avoir les scalènes, les sternocleidomastoïdiens, les sous-claviers, bon, on ne va pas tous les détailler. Et c'est ceux-là
que l'on peut avoir, qu'on peut voir quand ils sont mis en jeu et que vous les voyez, eh bien c'est le signe de détresse respiratoire, d'accord ? À l'expiration, il faut savoir que l'expiration, c'est un phénomène passif, d'accord ? C'est le relâchement du diaphragme, il n'y a pas de muscle normalement mis en jeu. Lorsque l'expiration est forcée, là aussi ça fait partie des signes de détresse respiratoire, on va avoir les intercostaux, le transverse, hein, donc au niveau de la paroi abdominale, qui vont se mettre en jeu. Donc la ventilation, comment ça marche ? D'abord, il y a les centres ventilatoires, ils sont au niveau du cerveau. Ils passent par le nerf phrénique, d'accord, qui est le nerf qui commande le diaphragme. Et donc le muscle inspiratoire principal, c'est le diaphragme. Et donc le message via le nerf phrénique va permettre la contraction du diaphragme. Ce qui va permettre, par le travail du diaphragme, de diminuer la pression alvéolaire pour pouvoir faire rentrer l'air de l'extérieur, donc de la pression de l'extérieur, dans le poumon. Pourquoi ? Parce que ça, c'est des mécanismes de physique. On va toujours des hautes pressions vers les basses pressions. Donc le travail diaphragmatique va permettre de faire diminuer la pression alvéolaire qui va se retrouver inférieure à la pression atmosphérique et ainsi permettre l'entrée de l'air. Et oui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pompe ventilatoire. D'accord ? On va dire ce socle, centre respiratoire, nerf phrénique, diaphragme, c'est ce qu'on appelle la pompe ventilatoire. Les échanges gazeux, je vous ai dit, le but, c'est de faire entrer l'oxygène et de relarguer le gaz carbonique. Ces échanges gazeux se font au niveau de la barrière qu'on appelle, ou de la membrane alvéolo-capillaire. Vous avez ici représenté votre alvéole, et ici le capillaire, d'accord ? Donc le but, on fait rentrer de l'air, on va faire rentrer l'oxygène dans les vaisseaux, ce qui va permettre d'oxygéner l'ensemble des organes, et on relargue le gaz carbonique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction d'échangeur. Il y a la pompe et l'échangeur. Donc cet échangeur, c'est vraiment le rôle de l'alvéole et du capillaire, ce qui va permettre d'oxygéner tous les organes. Il existe donc pour définir l'insuffisance respiratoire chronique, c'est des critères. Donc il y a des signes cliniques, oui, mais c'est surtout l'incapacité de l'organisme à assurer l'hématose, c'est-à-dire les échanges gazeux. Et c'est une définition qui est gazométrique. Elle est définie par l'hypoxémie, à distinguer de l'hypoxie. L'hypoxie, c'est la mauvaise oxygénation, si vous voulez, la diminution de l'oxygène dans les tissus. Et l'hypoxémie, c'est la PaO2 qui diminue dans le sang. D'accord ? Donc, c'est des critères gazométrie. Donc, c'est défini par une PaO2 inférieure à 70 mm de mercure. Et ou l'hypercapnie, donc ça dépend un petit peu là aussi des sociétés, mais c'est vrai qu'une hypercapnie, une PCO2 supérieure à 45 mm de mercure, ça fait partie, à mon sens, aussi de la définition d'une insuffisance respiratoire, surtout chez nos fameux patients BPCO. Ça signe l'hypoventilation alvéolaire. Et ce qu'on appelle l'insuffisance respiratoire grave, qui conduit à l'affection de longue durée, qui donne accès donc à cette désignation, c'est défini par une PaO2, une pression artérielle en oxygène, inférieure à 55 mm de mercure, au repos et en air ambiant. Et normalement répété, c'est 2 examens répétés à 3 semaines d'intervalle. Il ne faut pas que ça soit fait en exacerbation, hein, parce que forcément, vous pouvez avoir une hypoxémie, mais ce qu'il faut montrer, c'est qu'elle est chronique et en dehors d'exacerbation. Ou l'autre seuil, c'est 60 mm de mercure, mais dans ces cas-là, il faut avoir d'autres signes ajoutés. C'est l'hypoxémie nocturne, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, lorsque vous faites une oxymétrie nocturne, des signes d'hypoxémie nocturne, donc de désaturation nocturne, qui ne sont pas en lien avec des apnées. D'accord ? On en parlera un tout petit peu. Vous savez qu'il y a le syndrome d'apnée du sommeil qui peut conduire à des désaturations, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des apnées qui conduisent aux désaturations. Là, c'est qu'il n'y a pas d'apnée et il y a une désaturation nocturne. Et donc là, le seuil sera un peu plus haut. Vous pouvez avoir 60 mm de mercure, mais une hypoxémie nocturne,
une polyglobulie, c'est-à-dire qu'en fait, ça passe par le mécanisme de l'EPO, l'érythropoïétine. C'est le rein qui va mettre en jeu et sécréter cette protéine pour augmenter. C'est les mécanismes compensateurs. Ça fait partie des mécanismes compensateurs dont je vous parlais. C'est qu'on va avoir une hémoglobine qui peut être parfois à 17, tout simplement parce qu'on va augmenter le véhicule, puisque vous savez que l'hémoglobine, c'est le véhicule qui transporte l'oxygène. Donc en situation d'hypoxémie, il y a des mécanismes de compensateurs qui sont mis en jeu, et ça en fait partie. Le rein va sécréter plus de PO pour pallier, si vous voulez, à ça. Et donc, vous pouvez avoir une polyglobulie. Et enfin, les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est ce qu'on appelle le cœur pulmonaire chronique. Forcément, l'interface cœur-poumon, on est en plein dedans. Forcément qu'une insuffisance respiratoire va avoir un retentissement sur le cœur, et notamment sur le cœur droit. Et lorsque vous avez des signes d'insuffisance cardiaque droite, avec une PaO2 inférieure à 60, ça signe là aussi l'insuffisance respiratoire grave. Comment on fait est-ce qu'il y a d'autres méthodes finalement? Eh bien, il y a la saturation en oxygène, c'est-à-dire que vous pouvez déjà voir une désaturation inférieure à 90%, ou aux alentours de 90%. Ça peut vous signer déjà des signes d'insuffisance respiratoire. La capnographie, parce que c'est l'autre mécanisme pour évaluer la PaCO2, donc la pression artérielle en CO2. Mais par contre, vraiment pour le diagnostic d'insuffisance respiratoire, c'est la gazométrie. Ça, c'est des méthodes un peu alternatives qui peuvent vous donner d'autres arguments, mais le diagnostic, c'est la gazométrie. Donc, quelques rappels sur les gaz du sang. Le pH, si vous voulez vous rappeler un petit peu ce rapport-là, le pH donc, dans le sang, il est défini par quoi? C'est le taux de bicarbonate sur la capnie. D'accord? Donc finalement, l'acidose, vous le savez, elle est définie par un pH inférieur à 7,38, mais l'acidose, je pense que vous avez entendu parler, elle peut être d'origine métabolique ou respiratoire. Comment on fait la part des choses? Vous gardez en tête ce fameux rapport bicarbonate sur PCO2, et tout simplement, si c'est une cause métabolique, c'est les bicarbonates qui diminuent. D'accord? Si ce paramètre diminue, vous êtes d'accord? Le pH diminue. Et à l'inverse, si c'est une acidose respiratoire, la capnie va augmenter. Donc les dénominateurs ici augmentent et donc le pH diminue. D'accord? Donc gardez en tête ce rapport. Et ça peut vous permettre tout simplement de faire la part des choses entre une acidose métabolique ou respiratoire. Après, on peut avoir une alcalose. À l'inverse, c'est un pH supérieur à 7,42. Avec, si c'est d'origine métabolique, c'est les bicars qui augmentent. Si c'est d'origine respiratoire, là au contraire, c'est la PCO2 qui diminue. Vous pouvez avoir ça, par exemple, quand il y a de l'hyperventilation, puisque le patient va hyperventiler, augmenter ses échanges, faire diminuer sa PCO2, et donc là, on aura de l'alcalose. D'accord? Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'acidose respiratoire. Donc, les valeurs normales, quand même, que vous ayez quelques repères. Pour ce qui est de la pression artérielle en oxygène, il y a une diminution normale avec l'âge, d'accord? Et c'est ce rapport 104 moins l'âge divisé par 3, qui est toujours à interpréter en fonction de l'oxygène, bien sûr. Si votre patient il a de l'oxygène, ce n'est pas la même chose. La PaCO2, par contre, la pression artérielle en CO2, elle est stable dans le temps, et en gros, c'est 40 plus ou moins 5. Alors, plus ou moins 5, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en gros, 40, d'accord? Mais bon, 38, on va considérer que c'est normal aussi. 42, ça va encore. 45, c'est quand même la définition de l'hypercapnie. Le pH normal, il est entre 7,38 et 7,42. Et les bicars, ils sont normaux entre 25 et 27. D'accord? Au moins que vous ayez quelques repères de chiffres. Donc maintenant, les causes de l'insuffisance respiratoire chronique. Donc je vous ai dit, il y a la pompe ventilatoire avec la commande centrale, le nerf phrénique et le muscle qui est le diaphragme. Donc on peut avoir une atteinte au niveau de la pompe ou on peut avoir une atteinte au niveau de l'échangeur qui est donc l'alvéole avec le capillaire. D'accord? Donc on va voir ça. Est-ce qu'il y a une atteinte de la pompe ventilatoire
ou, parce qu'on peut avoir les deux, de l'échangeur. Donc là, j'ai remis le schéma, la commande centrale, d'accord. Le système de conduction, on a vu, c'est le nerf phrénique. La pompe, donc le diaphragme avec la cage thoracique, mais bon, le diaphragme. Et l'échangeur qui est le poumon. Donc, est-ce qu'il y a une atteinte ici et ou ici? D'accord? Donc là, je vous ai mis déjà les grands principes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une atteinte au niveau de la commande centrale? Ça veut dire une atteinte du système nerveux central. Est-ce qu'il y a donc, finalement une atteinte au niveau des centres respiratoires, par exemple, une atteinte bulbaire, un traumatisme, je sais pas, une tumeur ou la SLA, on le verra, qui peuvent atteindre directement les centres respiratoires. Est-ce qu'il y a une atteinte au niveau du nerf phrénique, imaginons un traumatisme, voilà. Il peut y avoir une atteinte à cet endroit-là. Ensuite, est-ce qu'il y a une atteinte musculaire? Est-ce que le diaphragme lui-même est atteint? Là aussi, ça va se voir dans des maladies neuromusculaires. Il peut y avoir une atteinte aussi au niveau de la cage thoracique. Les obèses, forcément, eh bien, il y a un retentissement sur cette cage thoracique, d'accord? Les déformations thoraciques, par exemple des kyphoscolioses très évoluées, là aussi, on aura une atteinte de la pompe. Et enfin, est-ce qu'il y a une atteinte de l'échangeur? On reparle de notre emphysème. L'emphysème, il va y avoir une destruction alvéolaire. Donc là, il y aura une atteinte de l'échangeur. Donc on va voir tout ça. Donc, bon là je vous remets, c'est pas grave, soit c'est défaillance de l'échangeur, soit, parce qu'on peut avoir les deux, défaillance de la pompe ventilatoire. La défaillance de l'échangeur, c'est elle qui va être surtout à l'origine de l'hypoxémie, d'accord, la diminution de la PaO2. La défaillance de la pompe ventilatoire, c'est ce qu'on appelle, elle va être origine de l'hypoventilation alvéolaire, et là, on aura une atteinte à la fois sur de l'hypoxémie, mais également de l'hypercapnie, d'accord? Puisque l'échangeur, si vous voulez, c'est notre alvéole. Donc, ce qui va être touché tout de suite, c'est les échanges et donc la baisse de l'oxygène dans le sang. Alors que la pompe, l'hypercapnie, je vous ai dit, c'est vraiment quand il y a une défaillance des systèmes et de la pompe ventilatoire, puisqu'on n'arrive plus à évacuer son gaz carbonique. D'accord ? Dans l'autre sens, c'est faire rentrer l'oxygène. Là, c'est évacuer son gaz carbonique qui s'accumule. Donc, quand on a les atteintes de l'échangeur, je vous ai remis le symbole de l'alvéole et du capillaire pulmonaire. Donc, ce qui est atteint dans l'échangeur, c'est cette zone-là. C'est-à-dire que l'échange entre je veux faire rentrer mon oxygène dans mon capillaire pour envoyer l'oxygène à tous les organes et faire ressortir mon gaz carbonique. D'accord ? Ça se passe au niveau aussi de l'espace alvéolo-interstitiel, au niveau de la membrane alvéolo-capillaire. Donc, on veut faire rentrer l'oxygène et on veut faire ressortir le gaz carbonique. Donc, qu'est-ce qui peut être à l'origine, finalement, d'une atteinte, cette fois-ci, plus sur le versant alvéole ? Eh bien, par exemple, est-ce qu'il y a des sécrétions ou de l'œdème ? D'accord ? C'est-à-dire que les alvéoles, par exemple, elles sont pleines de pus, par exemple dans une pneumopathie, eh bien forcément, les échanges vont moins bien se faire. C'est pour ça qu'on peut avoir des pneumopathies avec de la désaturation, de l'hypoxémie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'œdème, par exemple un OAP ? Les alvéoles, cette fois-ci, sont pleines d'eau. Elles ne sont pas pleines de pus, mais elles sont pleines d'eau. Et là aussi, on aura une atteinte de l'échangeur. Ensuite, est-ce qu'au niveau de la membrane, ici, dans l'espace alvéolo-interstitiel, est-ce qu'il y a des atteintes ? Est-ce qu'il y a des dépôts, par exemple, de cellules cancéreuses, par exemple, eh bien, de la lymphangite à cet endroit-là, carcinomateuse, va perturber l'échangeur. Et enfin, on peut avoir des atteintes vasculaires, c'est ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire, d'accord ? S'il y a une atteinte du vaisseau, eh bien là aussi, ça va perturber l'échangeur. Donc vous voyez que pour l'échangeur, on peut avoir l'alvéole, on peut avoir l'espace alvéolo-interstitiel ou le capillaire. Et on peut avoir tout aussi. Donc dans les étiologies, pour la maladie de l'échangeur bronchopulmonaire, je vous ai mis le petit mémo en rouge, c'est le poumon qui est malade. D'accord ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Les maladies obstructives. On revient à notre BPCO, puisque je vous ai dit l'alvéole peut être atteinte et donc du coup nos échanges se font moins bien. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre ?
Les maladies restrictives avec les pneumopathies infiltratives diffuses, la fibrose pulmonaire, qui peut être là aussi cause d'atteinte de l'échangeur. Les maladies avec amputation parenchymateuse, l'emphysème, on peut avoir de l'emphysème tout seul. Les séquelles de tuberculose. Les pneumonectomies, ça veut dire effectivement, si vous avez un poumon en moins, ça paraît logique. Et les maladies artérielles pulmonaires, d'accord ? L'hypertension artérielle pulmonaire, je vous ai montré, là, c'est le vaisseau pulmonaire qui est malade. Maintenant, si on se va maintenant plus se focaliser sur les maladies de la pompe ventilatoire, je vous ai remis en rouge, ça peut toucher les centres respiratoires, ça peut toucher d'abord le nerf phrénique, les muscles accessoires et le muscle principal qui est le diaphragme. D'accord ? Donc dans les étiologies, cette fois-ci, sur les maladies de la pompe, quand c'est une maladie que de la pompe, eh bien finalement, le poumon, vous êtes d'accord, il est sain. D'accord ? C'est une atteinte, une incapacité du soufflet thoracique à faire son travail. On peut avoir les maladies neuromusculaires. Je vous ai parlé de la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, ou la maladie de Charcot. Le syndrome d'obésité hypoventilation, puisque là, il y a plusieurs mécanismes. Il y a des mécanismes à la fois centraux et sur la paroi thoracique, c'est le soufflet, quand on a une surcharge pondérale, eh bien, on a une atteinte au niveau du soufflet aussi. Et on peut avoir des maladies, je vous ai dit, qui touchent les deux, l'échangeur et la pompe. Et là, qu'est-ce que l'on retrouve ? Les maladies neuromusculaires avec l'encombrement, qui peut se rajouter. La BPCO, puisque je vous l'ai dit, on peut avoir la maladie donc, de l'échangeur, c'est le poumon qui est malade, mais en cas de surcharge pondérale, par exemple, ça c'est très fréquent, eh bien, il y a aussi ces phénomènes d'atteinte de la pompe qui se rajoutent. Donc les maladies neuromusculaires, quelques mots. On peut avoir l'atteinte du nerf phrénique, donc ça va être des neuropathies ou des lésions, je vous ai parlé de traumatisme, imaginez que le nerf est lésé. On peut avoir l'atteinte de la jonction neuromusculaire, d'accord ? C'est là entre le neurone et le muscle. Ça, c'est la définition de la myasthénie, puisque vous savez que c'est l'acétylcholine qui n'est plus, qui a une atteinte à cet endroit-là. Et après, les atteintes musculaires, les myopathies, donc c'est vraiment que le muscle qui est malade, par exemple la myopathie de Duchenne. D'accord ? L'atteinte de la pompe ventilatoire, je vous l'ai dit, va occasionner de l'hypoxémie, de l'hypercapnie. Et ça s'intègre donc à un handicap global, puisque, par exemple, la SLA, il y aura un retentissement neurologique, des déficits de la marche, des troubles de la déglutition, des troubles des praxies. Donc là, c'est des maladies globales, c'est pas que le poumon qui est malade. Les signes cliniques, qu'est-ce qui peut vous faire penser à ça, aux maladies neuromusculaires ? L'essoufflement, pour sensibiliser ça, il faut savoir que c'est des dyspnées qui sont souvent en position allongée. Vous faites allonger les malades et là, vous allez vraiment sensibiliser, mettre en évidence votre essoufflement, d'accord ? Parce que le travail du diaphragme en position allongée n'est pas le même qu'en position debout ou assise, d'accord ? Donc ça aggrave, là aussi, l'hypoventilation quand vous faites allonger les patients. La toux est inefficace. Attention à la fausse impression que le patient il n'est pas encombré parce qu'il ne tousse pas trop. Mais non, mais ce qu'il ne tousse pas trop parce qu'il ne peut pas tousser, d'accord ? Et les signes extra-respiratoires, je vous en ai un petit peu parlé. On peut avoir des troubles de la déglutition et des troubles du sommeil. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail des maladies neuromusculaires. Le syndrome d'obésité hypoventilation, il faut en avoir entendu parler parce que c'est très fréquent, là aussi. C'est la coexistence de quoi ? De l'hypoventilation alvéolaire chronique, donc, et là le signe c'est la PaCO2, c'est pour ça que j'ai rajouté moi aussi ce paramètre dans la définition de l'insuffisance respiratoire, puisque ce qui signe l'hypoventilation alvéolaire chronique, c'est le fait qu'on ne fait pas bien nos échanges et qu'on a le gaz carbonique qui augmente dans le sang. Donc la PaCO2 supérieure à 45, l'obésité qui est définie par un IMC supérieur à 30, et il n'y a pas de pathologie respiratoire associée quand on a un syndrome d'obésité hypoventilation seul. D'accord ? Il n'y a pas d'autres maladies. Je vous ai mis d'autres synonymes, mais c'est comme ça qu'on appelle le syndrome d'obésité hypoventilation. Les signes cliniques de l'insuffisance respiratoire, le maître signe, le signe le plus fréquent, c'est bien sûr la dyspnée, d'accord ? L'essoufflement, auquel va se rajouter des signes
d'hypoxie, hein, et non pas d'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est la gazométrie. L'hypoxie, c'est le retentissement au niveau tissulaire. Et bien la cyanose, c'est un des signes. Et on peut avoir aussi les signes d'hypertension artérielle, par exemple pulmonaire, de cœur pulmonaire chronique, c'est-à-dire le retentissement finalement sur le cœur de l'insuffisance respiratoire chronique. Donc la dyspnée, c'est la perception, bon, ça c'est la définition inconfortable de la respiration. Et surtout, il y a beaucoup de méthodes pour évaluer la dyspnée. Je vous ai présenté tout à l'heure l'échelle de la MMRC, il y en a d'autres. Par exemple, l'échelle de Borg, de Sadoul, la NYHA qui est très utilisée et validée dans les pathologies cardiovasculaires. Les échelles visuelles analogiques, on va en voir une, et des questionnaires. Donc, par exemple, l'échelle de Borg, qu'on peut aussi utiliser, mais qui est surtout utilisée dans la dyspnée aiguë, d'accord ? Donc, c'est des descriptions verbales, hein, c'est le ressenti avec des scores de la dyspnée. Et le patient va chiffrer en fonction du palier de sa dyspnée. L'échelle visuelle analogique, c'est très facile, c'est-à-dire que ça, c'est le côté patient et ça, c'est votre côté à vous. En gros, vous lui dites, là, il n'y a pas de dyspnée et ici, c'est maximum. À quel niveau vous mettez votre dyspnée? Donc, s'il la met ici, vous, ça sera un équivalent à 6. D'accord? Bon, c'est une échelle visuelle analogique. Nous, on ne l'utilise pas forcément en routine parce que ce n'est pas ce qui est le meilleur reflet du retentissement. Hein, c'est la MMRC qui illustre bien le retentissement de la dyspnée sur la vie quotidienne du patient. L'échelle de Sadoul, qui est une très bonne échelle aussi. C'est une échelle qui est imagée. C'est très bien, on devrait l'utiliser plus souvent. Le stade 0, c'est donc l'absence de dyspnée. Le monsieur, il peut monter. Là, il vous dit, en fait, au-delà de 2 étages, j'ai du mal. La marche, vous voyez que ça rejoint un petit peu l'échelle de la MMRC. Hein, c'est juste que celle-là, elle est imagée. D'accord ? Et ensuite, il y a des questionnaires, cette fois-ci, de qualité de vie. D'accord ? C'est l'échelle de Saint-Georges qui est très utilisée, notamment dans les études. On devrait l'utiliser plus, je pense, mais on l'utilise pas assez. Parce qu'elle va vraiment vous permettre d'évaluer l'impact sur la qualité de vie du patient. Donc la cyanose, c'est c'est le signe en fait d'une hémoglobine qui est non oxygénée dans le sang capillaire, qui doit être supérieure à 5 grammes par décilitre pour voir apparaître la cyanose. En gros, ça ne veut pas dire que l'hémoglobine elle diminue, c'est juste que l'hémoglobine oxygénée diminue. Et donc ça se voit où? Je vous ai montré tout à l'heure, les lèvres, les ongles, les lobes d'oreille. D'accord? C'est comme ça qu'on recherche la cyanose. Les signes d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est les signes d'insuffisance ventriculaire droite, donc ça vous les connaissez. C'est l'œdème des membres inférieurs, la turgescence jugulaire, le reflux hépatojugulaire, l'hépatalgie, ou le gros foie aussi. Et alors, à l'auscultation, c'est l'éclat du B2, mais bon, ça, voilà. Clinique, c'est surtout les signes d'insuffisance cardiaque droite. Il peut y avoir, quand on est sur des hypertensions artérielles pulmonaires évoluées, des malaises, palpitations, des douleurs thoraciques atypiques, donc il faut quand même avoir ça en tête. Ils peuvent faire des syncopes aussi. Ça, c'est des signes de gravité. Les examens complémentaires en cas d'insuffisance respiratoire chronique, on a beaucoup parlé de la gazométrie parce que c'est l'examen qui permet d'affirmer le diagnostic. Et ensuite, on va rechercher aussi toutes les causes. Bien sûr, ça va passer par des examens d'imagerie, la radiothoracique et ou le scanner pour faire notre bilan étiologique et notre bilan aussi de sévérité. Les gaz du sang, on en a parlé. Les EFR, puisque c'est ça qui va vous permettre de rechercher un trouble ventilatoire obstructif ou restrictif. Le test de marche des 6 minutes, vous faites marcher, en fait ça c'est les kinés qui le font, le patient pendant 6 minutes et vous allez évaluer 2 paramètres, l'essoufflement à la marche et la désaturation à la marche. D'accord ? Ça va s'intégrer au bilan de votre insuffisance respiratoire. L'échographie cardiaque, elle est très importante, tout simplement quand on est en stade de l'insuffisance respiratoire, c'est important de rechercher le retentissement au niveau du cœur, puisque je vous ai parlé de l'hypertension artérielle pulmonaire. Mais plus globalement, l'envoyer voir le cardiologue, je vous l'ai dit, pour rechercher les comorbidités. D'accord ? C'est des patients qui ont facilement des cardiopathies associées, notamment ischémiques. Donc ça, c'est une radio de poumon normale. Et ça, c'est la radio du PCO emphysème. Vous êtes incollable maintenant. Qu'est-ce qui vous y fait penser ?
vous cherchez vos signes de distension. Hein. Les coupoles diaphragmatiques sont aplaties, les côtes sont horizontalisées avec augmentation des espaces et le diamètre thoracique est augmenté aussi. Là, c'est une image d'un scanner d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Vous voyez avec ce qu'on appelle du rayon de miel, ces petits kystes partout. Donc ça, c'est un autre diagnostic d'insuffisance respiratoire chronique. La kyphoscoliose, je vous ai parlé de déformations thoraciques, d'accord, qui peuvent là aussi être des causes, je vous l'avais dit, d'insuffisance respiratoire. Le syndrome d'obésité hypoventilation. Les séquelles de BK, ça c'est une séquelle dans une zone où il y avait une caverne. Il y a des phénomènes de rétraction, de fibrose, donc c'est des zones où le poumon ventile moins bien. Les épreuves fonctionnelles respiratoires, je vous avais dit qu'on verrait des courbes. Ça c'est ce qu'on appelle le volume courant. Chez quelqu'un, on mobilise à la respiration 500 ml de volume courant. Là c'est le volume résiduel expiratoire, d'accord ? Ça c'est le volume résiduel inspiratoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la capacité vitale, c'est-à-dire inspiration maximale, expiration maximale. C'est le débit, le volume que l'on est capable de mobiliser. Et ici, le fameux volume résiduel, qui est un volume qui est non mobilisable, mais qui, chez le BPCO, peut augmenter, je vous ai dit, avec ces phénomènes d'air trappé, d'air qui est emprisonné. Donc ça, c'est d'autres paramètres. Ça, c'est la CPT, c'est la capacité pulmonaire totale. C'est ce que l'on peut mesurer donc, dans les épreuves respiratoires. Là, vous avez un exemple, le VEMS normal, et avec une obstruction plus ou moins importante, puisque je vous ai dit, plus la courbe se creuse, plus il y a une atteinte sur les voies aériennes, notamment distales. Donc, un trouble ventilatoire obstructif, on remet la définition, Le typhéno, notre rapport inférieur à 70%. La sévérité avec un VEMS qui est diminué, inférieur à 80%. Le trouble ventilatoire restrictif, on en a peu parlé, mais ça sera abordé, je pense, dans un peut-être autre cours. Là, ce trouble ventilatoire restrictif, il est défini non plus sur le typhéno, le rapport VEMS sur CVF, mais sur la CPT, je vous l'ai montré tout à l'heure, la capacité pulmonaire totale, qui est inférieure à 80%, et la CV, donc inférieure à 80%. Le syndrome de distension pulmonaire, j'en ai parlé, c'est la CPT, la capacité pulmonaire totale supérieure à 120%, et surtout ce fameux volume résiduel qui est non mobilisable, je vous l'ai montré, qui est augmenté, supérieur à 120%. Les mécanismes compensateurs de l'hypoxémie, on a commencé à en parler avant de parler du cours avec la question de votre collègue. Eh bien, les centres respiratoires vont s'adapter finalement, si vous voulez, c'est ce que je vous ai dit, à l'hypoxémie. Donc, on va avoir tendance à augmenter la fréquence respiratoire, tout simplement pour augmenter ces échanges. Et donc, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous rajoutez trop d'oxygène à ces patients, qui ont l'habitude d'être un petit peu en quelque sorte en hyperventilation, vous allez aggraver l'hypoventilation en diminuant ce paramètre-là, puisque chez eux, ils vont encore plus, si vous voulez, hypoventiler. En rajoutant trop d'oxygène, eux qui ont tendance à avoir une fréquence respiratoire qui s'est adaptée et qui est haute, le message au cerveau, c'est « Oula, c'est bon, arrête tout, j'ai tout ce qu'il me faut », j'aggrave encore plus mon hypoventilation et j'aggrave mon hypercapnie. D'accord ? Donc c'est très bien de retenir que chez le BPCO, il ne faut pas mettre trop d'oxygène puisqu'on va jouer notamment sur ces chémorécepteurs et sur les centres respiratoires et leur envoyer un message un peu trop rassurant. Le cœur, puisqu'il va y avoir une augmentation du débit cardiaque. L'hémoglobine, qui va avoir tendance à augmenter justement pour augmenter le véhicule. Donc ça, on en a parlé. Donc ça reprend un petit peu ce que je vous ai déjà expliqué. C'est que les chémorécepteurs respiratoires en cas d'hypoxémie vont faire une réponse ventilatoire qui est rapide. Je vous ai parlé du rein, qui va lui aussi augmenter la sécrétion de l'EPO pour permettre d'augmenter l'hémoglobine et donc le véhicule. Les muscles respiratoires, on peut les explorer puisque je vous ai parlé des maladies neuromusculaires. On peut explorer le muscle respiratoire. C'est le SNP test qui est facile à réaliser et qui est non invasif. Vous avez ici la mesure avec un petit capteur qu'on met dans la narine
qui va mesurer la pression nasale et c'est un reflet indirect du diaphragme et qui va permettre de voir si le diaphragme est malade. Et c'est ce qu'on utilise notamment dans les pathologies neuromusculaires. Enfin, les tests à l'exercice qui vont vous permettre de mettre en évidence des limitations à l'effort qui peuvent être d'origine uniquement pulmonaire, par exemple chez le BPCO, ou parfois mixte avec des atteintes aussi cardiaques. C'est-à-dire qu'il y a aussi la pompe cardiaque qui est par exemple désadaptée. Donc les modalités, on a parlé du test de marche, et il peut y avoir aussi les tests d'épreuves respiratoires sur les cyclomètres, les vélos, d'accord, qui vont mesurer la VO2 max, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Les traitements, maintenant, de l'insuffisance respiratoire. Donc, il y a quand même 110 000 insuffisants respiratoires qui sont appareillés, et c'est en augmentation. Le traitement commun, le socle, c'est bien sûr pas de tabac. On est d'accord, hein, c'est des patients, il faut vraiment, quand on est au stade d'insuffisance respiratoire, arriver à leur faire arrêter le tabagisme, et c'est pas toujours facile. Les règles hygiéno-diététiques, c'est pas trop de poids, mais pas trop peu non plus, hein, parce que je vous ai dit, c'est des patients qui sont facilement dénutris. Les vaccinations, ils sont beaucoup plus à risque et plus fragiles en cas d'infection respiratoire. Donc, on vérifie la grippe chaque année, notamment la vaccination contre le pneumocoque. Le traitement des infections, la surveillance, hein, bien sûr. On a parlé du facteur de risque de cancer du poumon. Et l'autre grand socle, c'est la réhabilitation respiratoire. C'est des patients qu'il faut envoyer en réhabilitation pour se réentraîner, pour vraiment améliorer leur capacité à l'effort, puisqu'ils se désadaptent très vite. L'appareillage, on va avoir l'oxygénothérapie et la ventilation non invasive. Donc ça, on ne va pas en parler. Donc, je vous ai remis les mécanismes de l'insuffisance respiratoire pour vous illustrer les traitements. En cas de la défaillance de l'échangeur avec l'hypoxémie isolée, ça va être l'oxygène. L'atteinte de la pompe avec l'hypoventilation alvéolaire, ça va passer par de la ventilation. Il faut aider, faire une assistance ventilatoire. Voilà, je vous l'ai mis. Les indications de l'oxygénothérapie telles qu'elles sont validées, c'est la PaO2 inférieure à 55 mm de mercure à 2 reprises. Vous voyez que ça reprend quoi comme définition? La définition de l'insuffisance cardiaque grave. D'accord? C'est dans ce cas-là, finalement, ça reprend l'indication de l'oxygénothérapie, c'est la définition de l'insuffisance respiratoire grave, puisque c'est là où on a besoin d'oxygène. Donc on reprend la PaO2 entre 55 et 60, avec les signes d'insuffisance cardiaque droite, la polyglobulie, les désaturations nocturnes non apnéiques dont je vous ai parlé. Et on peut avoir aussi l'oxygénothérapie à l'effort, qui va passer par une titration à l'effort. Deux mécanismes, il y a deux types de sources. Le concentrateur, le principe d'un concentrateur, ça prend l'oxygène de la pièce, ça le concentre en oxygène, donc c'est un petit appareil électrique. Ou alors l'oxygène liquide, et là ça passe par des cuves, et c'est un prestataire qui doit remplir cette cuve de manière quotidienne. En général, l'oxygène liquide, on le met pour des débits en oxygène supérieurs à 4-5 litres, c'est-à-dire qu'on dépasse les capacités des concentrateurs. Les concentrateurs, c'est quand même bien plus simple à gérer à la maison. Il peut y avoir aussi des dispositifs portables. Vous avez ici l'exemple d'une bouteille d'oxygène pour que le patient, par exemple, fasse du vélo. Voilà. Donc les lunettes, voilà comment on administre, c'est avec des petites lunettes à oxygène, avec des tuyaux longs pour que le patient puisse se déplacer, et au moins 15 heures par jour. Pourquoi ? Là, c'est juste c'est une vieille étude, mais c'est celle qui est toujours d'actualité. C'est l'étude qui a montré quel était l'impact de l'oxygénothérapie longue durée, et le seuil qui a été retenu de 15 heures par jour, puisque c'est ce seuil-là qui avait un impact en termes de pourcentage de survie. C'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que pas d'oxygène, c'est ici. Moins de 12 heures, c'est la petite courbe qui est là, mais qu'on voit très mal, parce que c'est tout noir. Là, c'est 24 heures, et là, c'est le seuil de 15 heures. Et on a montré que c'était ce seuil-là qui avait un réel impact sur la survie. Le mieux, c'est 24 heures, mais il faut un compromis, c'est-à-dire que c'est au moins 15 heures par jour. Si le patient le met moins, eh bien, l'intérêt est nettement moindre, puisque ça n'a pas ou moins d'impact sur la survie. Donc les modalités de prescription, il faut s'assurer que vos patients ont arrêté de fumer. S'ils continuent à fumer, notamment quand ils mettent l'oxygène, il y a un risque d'explosion, parce que l'oxygène, c'est inflammable. C'est une prise à charge 100%. L'oxygène, donc à domicile, je vous l'ai dit, plus de 15 heures par jour ou au moins 16 heures. Les objectifs, c'est d'avoir une PaO2 au moins à 70%.
sans augmentation de la PaCO2. On en a parlé. Ça se surveille. Ne pas dépasser, on a dit pour le BPCO, bon alors 4 à 6, moi je ne vous mettrai pas d'objectif, hein, j'aurais dû le retirer ça, de litres. Je préfère que vous fassiez un objectif avec votre saturation, d'accord, hein, parce que l'objectif de saturation de ces BPCO, c'est 90, ben vous l'avez ici, et pas plus chez le BPCO, c'est-à-dire entre 88 et 92. Ne cherchez pas à les mettre au-delà de 92, d'accord, puisqu'il y a le risque d'aggravation d'hypercapnie. Qu'est-ce que la VNI? C'est l'assistance respiratoire. Le but, c'est de diminuer le travail du muscle, d'accord? C'est quand le diaphragme est quand on est en faillite aussi. Donc la VNI, c'est d'aller améliorer la contraction du diaphragme pour permettre l'entrée de l'air. Je vous avais dit, le travail du diaphragme, c'est de diminuer la pression alvéolaire pour permettre l'entrée de la pression atmosphérique et faire ces échanges. Donc on va mettre une pression inspiratoire, une aide, qui va permettre de diminuer ce travail ventilatoire et de, en gros, pas de remplacer le diaphragme, mais en tout cas de l'aider. Alors, en cas donc de travail musculaire, alors ça c'est les autres paramètres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans quel cas on met la VNI? Lorsqu'il y a, je vous le redis, la défaillance de la pompe ventilatoire, certaines BPCO, d'accord, quand il y a une compensation par l'hyperventilation réflexe qui occasionne un travail ventilatoire majoré, hein, c'est ce que je vous disais, c'est des patients qui vont compenser, qui vont hyperventiler de manière réflexe en chronique. Et donc quand ils sont en faillite, c'est-à-dire en détresse respiratoire, ils ne sont plus capables de faire ça, ils aggravent leur hypoventilation et donc du coup ils ont besoin d'assistance ventilatoire. Et ça conduit à un épuisement respiratoire. C'est pour ça que dans ces cas-là, on leur met de la VNI. Donc ça, c'est les autres causes. Donc quand on a une maladie qui touche la pompe, par exemple les maladies neuromusculaires, eh bien, ils vont être plus dyspnéiques, plus essoufflés. Et surtout, l'autre paramètre important, c'est la gazométrie. Quand ils deviennent hypercapniques, ça signe là aussi la faillite ventilatoire, c'est-à-dire que la pompe, elle n'est plus capable de faire les échanges correctement. La BPCO, ça va être l'échec de l'oxygénothérapie, mais c'est surtout en période d'exacerbation de détresse respiratoire. Donc il y a la VNI en aigu, mais c'est des patients qu'on peut être amenés aussi à appareiller en chronique. Mais là, les seuils de capnie, vous voyez que ce ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas l'hypercapnie à 45 classique. C'est vraiment des seuils d'hypercapnie qui vont être plus importants avec... oui, c'est pas pH, hein, c'était PAO. Enfin, je voulais mettre la capnie, en tout cas, qui est supérieure à 55. Ce n'est pas du tout les mêmes seuils. D'accord? Ou qui font des exacerbations aussi fréquentes. Donc on sait aussi, bon là c'était les études que je vous avais remis, mais on va passer voilà, rapidement. Ce qu'on sait, c'est que c'est assez récent, ça fait maintenant quelques années qu'on met de la VNI en aigu chez ces patients, puisqu'avant on les intubait, d'accord? Mais on a vu que ça permettait de diminuer le nombre d'intubations, de diminuer la durée de séjour, et que ça faisait, voilà, c'est des patients qui répondent très bien à la VNI, d'accord, puisque ça permet quand même d'éviter de la réanimation lourde, qui n'est pas sans conséquence et qui peut être morbide. Donc les interfaces, parce qu'il y a l'appareil qui envoie la pression, mais il y a le masque qui permet en gros de recevoir, si vous voulez. Ça c'est très important parce qu'une interface bien adaptée, il faut, voilà, ça passe par la mesure de la morphologie de votre patient, que le masque ne soit pas trop petit, pas trop grand, qu'il n'y ait pas trop de fuite. Parce que si le masque il est mal adapté, si la moitié de l'air sort, bah forcément, ce n'est pas la ventilation optimale et ce n'est pas ce que vous voulez. Hein, vous voulez vraiment assurer une pression pour assurer un volume minimum. Et donc, s'il y a trop de fuite, bah, vous n'arriverez pas à assurer ça correctement. Donc là, je vous ai mis des exemples d'interface. Là, c'est un masque naso-buccal qui prend le nez et la bouche. Là, c'est un masque, je pense, bucco-narinaire. Ça veut dire que ça prend la bouche et ça vient se mettre sous le nez. Ça, c'est un masque uniquement narinaire. Et là, c'est un masque que nasal. Ça prend que le nez. En gros, il y a plein de masques différents. Voilà. Donc, soyez pas surpris. Vous pouvez voir ce genre de dispositif. Voilà, je vous ai mis en photo. Ça, c'est des masques nasaux. Hein, ça prend que le nez, vous le voyez. Ça, c'est un masque. Là, la dame, elle a naso-buccal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Normalement, j'avais fait passer les PDF. Vous les avez reçus ou pas ? Oui ? Pas encore. Et on me dit là que vous le... Enfin voilà, ça avait été passé. Est-ce que vous avez des questions ?